Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, c'est l'heure de Sénat 360. Voici les titres. La réforme du Code du travail ne remettra pas en cause la durée légale. C'est ce qu'a dit Manuel Valls ce matin lors de la présentation du rapport Badinter. 71 mesures qui serviront de préambule au code, futur code, dans le détail dans un instant. À Calais, Xavier Bertrand en appelle au chef de l'État. Réunion de crise cet après-midi, le nouveau président de la région veut des renforts de l'armée après le coup de force du week-end. Et dans le dossier, évidemment, Notre-Dame-des-Landes annonce la justice s'est prononcée cet après-midi. Toutes les expulsions de familles agriculteurs qui vivaient sur le site ont été approuvées. Certaines auront un délai de 2 mois avant de devoir partir. Et vous pouvez bien sûr réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Et pour nous accompagner cet après-midi en direct de la salle des conférences, on retrouvera Saveria Rojac. À tout à l'heure. Saveria, vous aurez des invités pour commenter toute cette actualité. Durée légale du travail, CDI, salaire minimum, le rapport que Robert Badinter a remis ce matin à Manuel Valls énumère 71 mesures essentielles qui serviront de préambule au futur nouveau code du travail. Tous les détails avec Pauline Dame. C'est le premier étage du futur code du travail. Un nouveau socle de droits fondamentaux avec 2 mots d'ordre, simplifier et assouplir. Simplifier sans pour autant mettre en péril les droits des salariés. Après la récente sortie d'Emmanuel Macron sur la durée légale, pas question de toucher au symbole des 35 heures. Tout dépassement du temps de travail par un salarié doit donner lieu à une compensation. Mais les entreprises pourront contourner ces garde-fous en leur permettant de négocier leur organisation de travail avec les syndicats. Le texte ne fixe pas de règles précises sur le taux de majoration des heures supplémentaires. L'ancien garde des Sceaux conserve le principe du CDI, tout comme l'idée du salaire minimum. Au total, 61 articles. Il réaffirme des principes évidents, comme le droit de grève, l'interdiction de toute discrimination ou l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Ces principes, nous les considérons comme le préambule du Code du travail. Le document servira de base à la réforme du marché du travail présentée par Myriam El Khomri le 9 mars prochain. Le chantier doit durer 2 ans. Alors évidemment, les 35 heures et tout un nombre de mesures ont permis de grandes discussions, surtout dans la majorité et au sein même du gouvernement. Voici quelques réactions recueillies cet après-midi par Géraldine Bavoyot. Je crains que ce ne soit un alibi à une forme d'immobilisme. Voilà, Monsieur Macron a fait des déclarations. Nous attendons aujourd'hui qu'elles se traduisent en actes. Les 35 heures aujourd'hui sont une source de blocage majeure. Il faut lever cette source de blocage. Je n'ai pas l'impression que c'est ce vers quoi nous nous dessinons aujourd'hui et je le regrette. On n'assiste pas à un assouplissement ou à une modernisation du Code du travail, mais un déshabillage en règle du Code du travail. Ce débat-là part d'une hypothèse, d'un présupposé, c'est que c'est le droit du travail qui empêcherait d'embaucher. Mais moi, je conteste parfaitement ça. Voilà pour les réactions politiques. On aura un débat tout après-midi, un petit peu plus tard. Voici un peu dans le reste de l'actualité. C'était une décision de justice qui était très attendue. Le tribunal de grande instance de Nantes s'est prononcé sur l'expulsion des familles et des agriculteurs qui vivent sur le site de Notre-Dame-des-Landes, des opposants historiques au projet d'aéroport. Toutes les expulsions ont été approuvées par la justice. Certains bénéficieront quand même de 2 mois avant de partir. Réaction du président de la région des Pays de Loire. La justice a parlé. Sa décision doit être respectée. Bruno Retailleau, qui sera l'invité de l'émission Preuve par 3, demain à 18h30. Regardez ce reportage. C'était les derniers irréductibles. 11 familles et 4 agriculteurs vont être expulsés. Le tribunal de grande instance de Nantes vient de rendre sa décision. Cette expulsion, réclamée par une filiale de la société Vinci, devait s'assortir d'une astreinte financière. Mais le juge a rejeté cette demande car, selon lui, elle n'était pas justifiée et disproportionnée. 8 des 11 familles ont un délai de 2 mois pour quitter les lieux. Les autres doivent partir immédiatement. En 2011, la filiale Vinci avait négocié avec tous les propriétaires des terres pour trouver un compromis à l'amiable. Mais 11 familles avaient refusé cette proposition de rachat. Ces opposants historiques au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes refusaient, depuis, d'évacuer les lieux. Le 13 janvier dernier, le tribunal de grande instance de Nantes a examiné la demande d'expulsion immédiate de ces 11 familles et de ces 4 agriculteurs. Ce week-end encore, les Antilles manifestaient dans les rues de Nantes. Le transfert de l'actuel aéroport nantais vers le site de Notre-Dame-des-Landes, un projet vieux de plus de 40 ans, devait initialement s'achever en 2017.
On va prendre la direction de Calais cette fois. Réunion de crise en ce moment dans la ville. Après le coup de force du week-end, 6 migrants, 2 militants altermondialistes et No Border sont jugés en comparution immédiate pour s'être introduits illégalement samedi soir sur un ferry. Xavier Bertrand, le nouveau président de la région, est sur place. Il demande l'intervention du président de la République et le renfort de l'armée. Sophie Normand-Couturier. Personne ne veut connaître un drame à Calais. Les mots de Xavier Bertrand qui demande l'organisation d'un conseil interministériel et en appelle à François Hollande. J'en appelle au président de la République pour qu'il vienne lui-même se rendre compte de la situation à Calais. Pas pour qu'on aille lui expliquer, pour qu'il se rende compte, qu'il entende les responsables économiques, qu'il entende la population de Calais. La manifestation de samedi avait pourtant commencé dans le calme. Près de 2000 personnes défilent alors pour des conditions de vie plus dignes dans la jungle de Calais. Digne de vie, c'est pouvoir se loger, c'est pouvoir se nourrir correctement, mais surtout c'est pouvoir au moins se vêtir, parce qu'on venait vraiment dans des conditions inadmissibles. Puis quelques 350 personnes parviennent à s'introduire dans l'enceinte du port. Une cinquantaine d'entre elles forcent un barrage et s'infiltrent à bord d'un ferry. 15 personnes sont placées en garde à vue. 6 migrants et 2 militants altermondialistes jugés en comparution immédiate ce lundi. Ils risquent une amende de 3 750 € et 6 mois de prison. Épilogue d'un week-end sous haute tension alors qu'hier, ce sont les commerçants qui manifestaient pour soutenir les emplois de la ville, victimes d'une forte baisse de l'activité due à la crise migratoire. Allez, c'est une bonne nouvelle parce qu'il en faut un petit peu une bonne nouvelle pour notre industrie. L'Inde serait sur le point de nous acheter 36 avions Rafale, résultat de la visite de François Hollande en ce moment en Inde. Reste à trouver un accord sur les modalités financières qui seront résolues dans les prochains jours. C'est ce qu'a déclaré le président de la République. Quant au sénateur Serge Dassault, il espère un accord d'ici 4 semaines. Avec nous, on va passer un petit peu à l'invité du lundi. Vous savez qu'on va faire une large page à nos sénateurs. On va les retrouver un petit peu sur le terrain et puis ils viennent un petit peu discuter avec nous également sur ce plateau. Nous sommes avec Olivier Cadic, sénateur des représentants des Français de l'étranger. Vous allez regarder ce reportage, on en discute juste après. C'est Louis Sibyl qui vous a suivi sur le terrain. Il est allé en Hollande et en Angleterre. Regardez. Bonjour. Je suis Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France. Ma circonscription, c'est le monde. Je vous invite à me suivre. Première étape, La Haye. Un sénateur des Français de l'étranger, c'est un globe-trotteur. Là, Olivier Cadic se rend aux Pays-Bas. Il y a quelques jours, c'était le Népal, l'Inde ou encore la Bulgarie. L'an dernier, j'ai fait 42 déplacements dans 27 pays. Et quand il se déplace, l'une des priorités pour cet ancien chef d'entreprise à tendance libérale, c'est l'économie. Il commence souvent par visiter la chambre de commerce du pays. C'est votre rôle, c'est justement avec les services, créer le networking, donner l'habitude de créer ces carrefours. Et cet écosystème, il ne doit rien coûter aux contribuables français. Je suis toujours en train de chipoter sur mes budgets, d'avoir des gens plus jeunes parce que c'est moins cher. C'est la 3e fois qu'il se rend aux Pays-Bas et ce n'est pas un hasard. Ce que j'essaye de mettre en valeur, ce sont ces marchés de proximité, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, où on va trouver des partenaires économiques qui vont aider nos entreprises françaises à partir plus loin, à aller vers le grand large. Par exemple, la Belgique, pour la France, représente en exportation autant que les États-Unis et le Canada réunis. Bonsoir à tous, monsieur le sénateur. Petit cours d'instruction civique à l'ambassade. Quel est le rôle d'un parlementaire des Français étrangers, sachant qu'il n'y a pas que les sénateurs? En 2014, Olivier Cadic s'est fait élire à 1 voix près. Les grands électeurs des sénateurs des Français de l'étranger ne sont pas les conseillers municipaux ou généraux, mais les conseillers consulaires, élus eux aussi au suffrage universel direct. Ils sont un peu plus de 400 dans le monde. C'est assez peu pour élire les 6 sénateurs de l'étranger. Je pense qu'on pourrait très facilement avoir 2000, 2500 grands électeurs de par le monde. Et ça serait, je crois, beaucoup plus représentatif. C'est très simple, s'appuyer sur les élus eux-mêmes. On leur demande de désigner eux-mêmes, par exemple, chacun 5 électeurs de plus. Et on obtient tout d'un coup 2000 électeurs. L'objectif de la soirée pour le sénateur, c'est aussi de prendre le pouls des préoccupations des Français aux Pays-Bas. Ici, j'ai pas pu avoir d'antibiotiques, j'ai dû prendre ma voiture, aller à Bruxelles. Les Français à l'étranger ne bénéficient pas des mêmes services publics que les Français qui vivent en France, comme par exemple l'école gratuite ou la sécurité sociale. Donc ils sont dans un environnement totalement différent. C'est cela que nous devons prendre en compte et les aider à trouver les moyens justement de s'ajuster. C'est ce qu'ils nous réclament. Le lendemain, direction Londres et c'est plus de 200 000 ressortissants français. Une capitale que connaît bien le sénateur qui habite l'Angleterre depuis 20 ans. Aujourd'hui, ce sont les 5 ans d'une école maternelle bilingue.
Thank you all for coming to help celebrate our 5-year anniversary. L'éducation coûte cher à l'étranger. À Londres, c'est jusqu'à 12 000 € l'entrée au collège. Et les bourses ne vont qu'aux enfants qui vont dans des établissements français, soit 4% seulement des écoliers. L'idée, c'est de créer un chèque éducation qui serait un droit ouvert à de l'enseignement en français qui pourrait être fait s'il n'y a pas d'école française à proximité. On pourrait très bien utiliser l'Alliance française, les cours de l'Alliance française, des instituts français, des petites écoles du samedi. Dans les prochaines semaines, Olivier Cadic continuera son tour du monde. Au programme, la Suisse, l'Allemagne, puis l'Amérique centrale, Mexique, Guatemala, Salvador, Honduras et Panama. Je vous le disais, Olivier Cadic est avec nous sur ce plateau. Combien de kilomètres au compteur, Olivier Cadic? Ah ça, je ne compte pas. C'est la question piège. Vous avez vécu, ou vous vivez toujours en Angleterre, très précisément à Londres. À Canterbury, à Canterbury. La campagne anglaise. Ça fait 20 ans. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter la France? Oh, c'est une longue histoire, mais je faisais partie avec mon entreprise des premières entreprises d'électronique confrontées à la mondialisation. On venait d'ouvrir les frontières de l'Union européenne. On me demandait d'être compétitif et si mon entreprise voulait survivre dans cet environnement, elle n'avait pas d'autre solution que de déménager pour avoir des charges sociales plus basses. On va y revenir parce que finalement ce débat que vous avez eu il y a 20 ans, il ressurgit encore là depuis des semaines et depuis des années maintenant entre la France et la Grande-Bretagne, ou même avec les autres pays européens. Mais en fait, c'est un problème de compétitivité, en fait. C'est intéressant. Il y a 20 ans, je suis parti, il y avait ce problème de charge patronale. Déjà à l'époque, Jean Arthuis avait dit qu'il fallait transférer... Ancien sénateur. Absolument, ancien sénateur, ancien président de la Commission Finances, avait dit qu'il fallait transférer les charges sociales de la production donc de l'entreprise, des charges sociales sur les salaires vers la consommation, donc une TVA. Ça n'a pas été fait. On voit que 20 ans plus tard, le problème reste entier. Notre problème de compétitivité du travail reste entière. Et donc, c'est pour ça que, revenu au Sénat, élu au Sénat, j'ai décidé de siéger à la Commission des affaires sociales pour influer et faire baisser ces charges sociales. Ah, vous avez vu, en ce moment, il y a ce grand débat autour du rapport qui a remis l'ancien sénateur, lui aussi, Robert Badinter. On ne touchera pas aux 35 heures, on ne touche pas au SMIC, on ne touche quasiment à rien. En tout cas, tel que le rapport a été préconisé, il y a 61 mesures. Est-ce que ça vous satisfait ou est-ce qu'au contraire, vous dites, oh là là, on n'est pas prêt de bouger en France? Là, on parle du Code du travail. Je pense que la vraie difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'en France, qu'on vit dans un endroit où... on ne serait pas confronté aux mêmes problèmes que les autres. On pourrait organiser le droit du travail, un droit du travail à nous, et puis finalement les entreprises françaises, malgré tout, pourront être compétitives internationalement. Non. Il y a le droit du travail, il y a le droit des salariés. Le droit des travailleurs, c'est surtout ça sur lequel Robert Badinter... Dans tous les pays, les travailleurs ont des droits. Dans tous les pays. On a l'impression... Certains peut-être moins que d'autres, même dans certains pays européens. Je parle de l'Espagne très dernièrement. En France, il y a des salariés qui sont très protégés. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas beaucoup. Donc il y en a qui sont dans une tour d'ivoire, qui sont comme dans un donjon, qui veulent absolument garder leurs avantages. Tout le monde n'a pas les mêmes droits en France. C'est pas tout à fait l'égalité républicaine. Et c'est contre ça, justement, c'est en faveur d'une égalité républicaine que j'aimerais militer. Alors justement, parce que vous parcourez le monde, qu'est-ce qu'on dit de nous à l'étranger et au niveau européen, parce que vous faites cette tournée européenne actuellement, qu'est-ce qu'on dit de nous aujourd'hui? Le bon côté, c'est qu'on a toujours, on fait toujours rêver sous un certain angle. Il y a toujours une part de bonne nouvelle. Il y a toujours ce côté-là affectif. Il y a toujours cette idée-là. La grande difficulté, c'est qu'en termes de business, par contre, on commence à avoir une image de has-been. Et ça, c'est vraiment un danger. C'est-à-dire on en revient toujours sur nos fondamentaux, qui sont le tourisme, nos châteaux. Et je crois qu'il est important aujourd'hui... Est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'high-tech, on voit que quand on va faire un grand salon à Las Vegas, quand Emmanuel Macron va sur place, on dit que la France, oh là là, il y a plein de nouveautés, il se passe plein de choses, on a plein de talents. Oui, mais encore une fois, ça, c'est les Français qui parlent. Si on va un petit peu partout, si on va à Amsterdam, j'étais à Amsterdam vendredi dernier, on voit avec qui se juge-t-il en concurrence. Ils se jugent en concurrence. Quelles sont les grandes villes? Ils mettent d'abord Londres. Ils ont mis en place 50 liaisons quotidiennes avec Londres. Donc ils sont directement en compétition avec ça. Ils parlent de Stockholm. Mais je ne les ai pas entendus citer Paris. Alors effectivement, à Paris, on fait des choses et on a pris conscience qu'il fallait rentrer dans la bagarre.
On y est, on s'y met, mais il y a un certain nombre de problèmes que nous avons qui ne sont pas d'aujourd'hui, vous le disiez, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Il va falloir l'adresser, parce que je regrette de le dire, mais très vite on verra que ces start-up dont on parle, dans 5 ans, dans 10 ans, elles ne seront plus là. Elles auront été vendues à d'autres qui sauront justement prendre avantage de cette... parce qu'ils ont les moyens financiers. Ils ont de lever l'argent pour pouvoir racheter des sociétés qui ne sont que sur un marché quand même limité. Has-been, ça c'est la façon dont on nous voit aujourd'hui à l'étranger, mais comment vous nous voyez? On commence à nous voir. On commence à nous voir. Mais Absolument. comment est-ce que vous nous voyez? Vous qui allez justement à travers le globe, vous jouez un peu le globe-trotteur, comment est-ce que vous nous voyez? Moi, je vois la France avec ses qualités, ses défauts. Et je vends ses qualités. C'est pas facile alors. Je vends ses qualités. Non, mais encore une fois, moi je suis convaincu que la France a les ressources pour rebondir, sans aucun problème. Je crois que les barrières que nous avons peuvent être levées. On en parle aujourd'hui. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective. Et c'est ça, le rapport de M. Badinter, les propos de M. Macron vont aider dans ce sens, à la prise de conscience collective de toute une partie de la population pour dire ça suffit. Il faut bouger. Il faut avancer. Vous parcourez le monde, je ne cesse de le rappeler, parce que j'aimerais bien savoir comment vous vivez ça. Vous êtes toujours entre deux avions, peut-être quelque chose de plus personnel. Comment vous faites ? Il se trouve que j'ai été élu au moment où ma fille rentrait à l'université, qu'elle partait dans un autre pays et que donc mon entreprise, c'est une société que l'on gère avec ma compagne. Donc on est très mobile. Ça en famille. On est très mobile, donc ça s'est passé au bon moment. Et c'est vrai qu'en termes de vie privée, ça commence à être très très réduit, mais c'est un honneur de représenter son pays, d'être sénateur, de représenter la France. Alors justement, c'est un vrai honneur, donc on compte pas son temps. Justement, comment est-ce que vous faites pour, quand vous êtes au Sénat, c'est quoi le travail d'un Français, d'un sénateur qui représente les Français du monde ? C'est d'être à l'écoute des Français qui sont aux quatre coins de la planète. Ouais. C'est pour ça que ça nécessite de voyager beaucoup, si on veut. Vous avez été élu par un collège de 400 à 500 personnes. Un collège de 520 grands électeurs. Et vous êtes 6 sénateurs qui représentent le monde. Qui sont élus tous les 3 ans. Nous sommes au total. On explique un petit peu à nos téléspectateurs. Nous sommes 12 sénateurs donc, qui représentons les Français établis hors de France. Le corps est renouvelé tous les 3 ans, donc par moitié. Donc 6 sénateurs sont élus par ce corps électoral. Il se trouve que j'étais numéro 3 d'une liste d'union UMP-UDI. Donc je suis le seul sénateur UDI des Français de l'étranger. Et que donc c'est pour ça que généralement le 6e sénateur finalement est élu à très très peu de voix. Votre commentaire le mentionnait. Et donc notre travail, c'est à la fois de siéger comme tous les sénateurs ici. Je pense que notre rôle, c'est de donner un autre regard, c'est d'essayer de faire passer le message à nos Français, à nos collègues ici. Et aux ministres qui viennent pour les questions d'actualité, qui viennent représenter les textes. De la façon dont c'est vu, dont un sujet comme le droit du travail, par exemple, pour ce sujet-là, en septembre, je suis allé en Norvège, en Suède, au Danemark, en Irlande. J'ai rencontré les représentants des patronats, des syndicats locaux, pour justement regarder comment ils étaient organisés sur le droit du travail. Pareil en Suisse. Donc c'est un travail... comment vous êtes répartis si on prend le globe, comment est-ce que vous vous êtes répartis entre sénateurs, entre ces 6 sénateurs ? Écoutez, pour ma part, puisque je suis tout seul au niveau de l'UDI, donc vous avez le monde comme territoire. Mais j'ai été élu aussi avec Christophe-André Frassa et Jacky Dromédy sur la même liste. Et je dirais que Jacky est élu d'Asie, donc moi je ne suis allé du coup qu'une fois en Asie. Christophe avait cette expérience, il avait déjà fait un mandat, donc il va plutôt sur l'Afrique et le Moyen-Orient, mais il va vraiment aussi partout comme moi. Donc on travaille quand même de façon un peu collégiale, autant faire que se peut, mais on n'est pas dans les mêmes commissions non plus. Donc Jacky, par exemple, et Christophe sont à la commission des lois, moi je suis aux affaires sociales. Donc on a quand même un travail un petit peu en équipe, mais on ne peut pas dire qu'on est pleinement au quotidien en train de dire où est-ce que tu vas demain. On a quand même une ligne de conduite aussi dans le travail de fond. Par exemple, moi c'est vraiment le droit du travail qui est un de mes chevaux de bataille. Donc c'est vrai que c'est ce qui me fait aller beaucoup en Europe, par exemple. Lors de vos rencontres sur le terrain en Europe, dans le monde entier, les Français qui sont établis hors de France, qu'est-ce qu'ils vous disent? Leurs difficultés au jour le jour? On parlait tout à l'heure de l'exemple de l'école, de la sécurité sociale.
Parce que tout le monde en dit, j'ai envie de partir de France, mais est-ce que c'est si facile que ça quand on est installé ailleurs ? Alors, c'est facile de partir de France et de s'installer ailleurs. Mais c'est facile de se le dire. Dans l'Union après, européenne, ça c'est clair. Après, ça dépend des pays au niveau de l'accueil. J'ai envie de dire, ça dépend si vous êtes dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. En dehors de l'Union européenne, la principale problématique, c'est effectivement le social, puisqu'on n'a pas de sécurité sociale. Donc forcément, quel est le niveau du système de santé local? Il y a aussi la question, évidemment, du système éducatif. Les Français qui partent ne partent pas tous forcément en se disant « je pars pour toujours ». Donc c'est parfois l'idée, c'est de passer dans un pays, on peut aller dans un autre pays ou revenir. Donc on a cette mobilité à laquelle il faut travailler. Là, je vous parlais plus aussi de l'état d'esprit. Parce qu'il y a une vraie difficulté, il y a une sorte d'exil quand on s'en va. Les envies aussi de retour peuvent exister. Ou est-ce qu'en ce moment on se dit, mais non, je suis bien là où je suis bien ailleurs, et la France, je ne veux plus en entendre parler? Non, je crois qu'il y a... On a fait... Vous entendez cette petite musique qui revient, hein? On a fait une étude à une époque sur les jeunes qui arrivaient avec un sac à dos à Londres. Et sur 3 jeunes qui arrivent, au bout de 3 ans, il y en a 1 sur 3 qui se sera servi de ça pour partir ailleurs. Donc il a appris l'anglais, il a voulu se conforter, une expérience à l'étranger. Il y en a un autre qui reviendra en France. Et un seul sur 3 sera toujours à Londres ou au Royaume-Uni au bout de 3 ans. Donc je pense qu'il y a une partie des Français qui va effectivement s'établir complètement. Il y a une partie des Français qui va se marier. Hein. J'étais en Bulgarie la semaine dernière. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Ma femme est bulgare, mais j'étais en Roumanie en septembre. Pourquoi vous êtes là? Parce que ma femme est roumaine. J'étais en Lituanie il y a 1 an. Pourquoi vous êtes là? Ma femme est lituanienne. Voilà, c'est des exemples. Donc le conjoint fait que... donc ça peut être, je parlais de la femme, mais ça peut être le mari, hein, ça peut être dans le sens inverse. Donc honnêtement, la raison, on ne peut pas dresser mettre un qualificatif en disant tous les Français de l'étranger rentrent dans ce moule-là. Certains partent pour revenir. Faut pas, encore une fois, faut pas dire non plus que les Français de l'étranger sont des exilés. Ils portent la France dans leur cœur. Bien souvent, ils sont très attachés. Le 14 juillet est très important. Je crois qu'il y a peu de Français en France qui chantent la Marseillaise comme des Français de l'étranger. On la porte vraiment avec nous. Et je crois que c'est ça le message qu'il faut faire passer, c'est que les Français de l'étranger n'ont pas tourné le dos à la France, bien au contraire. Olivier Cadic, il n'y a pas très longtemps, on s'était retrouvés ici sur ce même plateau. J'avais fait une interview de vous. À l'époque, on avait beaucoup parlé de cette affaire Air Cocaine. Ce sont 2 personnes qui sont parties, je ne sais pas si on peut dire enfuies, de Saint-Domingue. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce dossier? Vous aviez quelque peu participé un petit peu à cette affaire dans un sens où vous aviez aidé ces 2 personnes à partir. Aujourd'hui, sur le plan judiciaire, on en est où? Écoutez, je n'ai pas eu de contact directement avec la famille depuis les vœux, où je leur ai envoyé bien sûr mes vœux de prompte libération. À ma connaissance, ils sont toujours retenus en prison. Donc pour l'instant, je n'ai pas de commentaire à faire. Puisque c'est quelque chose que vous regrettez ou... Cette histoire, je regrette le début, je l'avais expliqué. Je regrette qu'une fois arrêté, il n'ait pas été protégé par les conventions de l'OACI qui disent que les pilotes ne sont pas responsables des bagages qui sont mis dans l'avion. Depuis, cette histoire a pris un tour médiatique très important. Et je crois que ce qu'il faut, c'est que la justice passe. Ils sont entendus, il y a un juge qui est là. Je n'ai pas commenté donc un dossier de justice. Ce que je sais, c'est que pour ces 2 hommes, pour leur famille, je souhaite qu'ils soient effectivement libérés prochainement. Vous, sur un plan plus personnel, est-ce que vous regrettez d'avoir aidé ces familles? Ah non, moi j'ai... Et d'être impliqué un peu dans cette affaire? Non, j'ai porté assistance à des 2 pilotes qui n'avaient rien à faire en prison en République dominicaine et qui, dès le début, auraient dû repartir très vite. Dans un instant, on va retrouver Alexandre Darmon. Vous restez avec nous. Hein. Alexandre Darmon, c'est un autre regard sur notre invité. Alexandre. Bonjour Mickaël. Je vous laisse avec Olivier. Oui, Monsieur Cadic, bonjour. Bonjour. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. C'est de Nicolas Machiavel. Et je sais que vous aimez les citations, j'ai voulu vous faire plaisir. Et à la lecture de votre CV, cette citation vous résume bien, vous vous êtes intéressé à tout. Alors on va commencer par le début, vous vous définissez comme autodidacte, et après un bac informatique, vous allez en 1982, à tout juste 20 ans, monter votre entreprise. À 20 ans, on est invincible, à 20 ans, rien n'est impossible. Vous êtes un self-made man, une entreprise dans l'électronique, vous fabriquez des circuits imprimés, vous travaillez le jour, la nuit, et même l'après-midi pour financer cette entreprise, et résultat,
résultat, 7 ans plus tard, eh ben, votre société monte à plus d'1 million de capital. Alors, monsieur le sénateur, qu'est-ce que ça fait d'être le Bill Gates du Sénat? Je ne suis assurément pas le Bill Gates. Vous savez, être un entrepreneur, on commence par être humble parce qu'on ne fait rien sans son équipe, sans ses collaborateurs. Donc l'entreprise, c'est une aventure humaine qu'on joue et qui est collective. Et on n'est pas un héros. Alors après l'entrepreneuriat, vous vous lancez dans le journalisme avec un magazine en 1995 sur l'industrie électronique et un an plus tard, en 1996, vous décidez de vous expatrier en Angleterre. Vous en profitez pour fonder l'association La France Libre d'Entreprendre pour aider les Français à investir en Angleterre. Alors faites voir. Effectivement, vous avez un petit côté Emmanuel Macron. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'économie qui dit que la vie d'un entrepreneur est plus compliquée que la vie d'un salarié ? Je pense qu'elle a... Oui, sous un certain sens, oui, parce que en fait, la vie d'un entrepreneur ne s'arrête jamais. Lorsque la porte du bureau se ferme le vendredi soir, en fait, elle ne s'arrête jamais. C'est qu'on est toujours pris par son entreprise. On est directement responsable de tout. Donc vous êtes d'accord avec le ministre ? Et c'est effectivement, ça peut paraître quand même plus compliqué. Alors vous allez entreprendre en tout cas, outre-Manche, et cette réussite va vous valoir un titre, pas n'importe lequel, hein, Michael. Monsieur le sénateur, vous allez devenir le Français le plus connu du sud de l'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant. Hein, et puis depuis aussi Eric Cantona, faut quand même bien le dire. Vous aimez la bande dessinée, et notamment les tuniques bleues, le Far West. C'est peut-être ce qui va vous donner envie de faire de la politique. En 2005, en grand fan de la bande dessinée, vous tentez de promouvoir les BD franco-belges en Grande-Bretagne. Alors quelle est la dernière BD que vous avez lue ? La dernière BD que j'ai lue, c'est Black et Mortimer, je crois. Ah, très bon choix. Bon, moi j'ai lu Titeuf dernièrement. Alors, petite info, vous avez scénarisé des albums sur l'histoire de la reine Margot et votre fille s'appelle Margot. Ma fille s'appelle Margot, oui, effectivement. C'est là qu'on se dit, heureusement que vous n'avez pas scénarisé les BD de Tintin, ça aurait été embêtant pour votre fils. On l'a compris, vous avez donc été PDG, journaliste, scénariste, homme politique, un parcours qui pourrait faire l'histoire d'un film. Vous citez souvent Albert Einstein, alors vous m'arrêtez si je me trompe, n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Alors prochain pari, pourquoi pas le cinéma, vous pourriez tenir le rôle principal dans une nouvelle version de L'homme qui valait 3 milliards, ou pas ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Non. Et vous valez 3 milliards ou pas? À mon avis, non. Pas encore? Écoutez, pour l'instant, en tout cas, non. Mais de toute façon, je ne crois pas que, vous l'avez dit, c'est repris cette citation qui est importante pour moi, je ne crois pas que ce soit cette valeur économique qui soit importante. Alors, quelle valeur est importante dans la vie? Les valeurs humaines. C'est ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un, il vous laisse un bon souvenir quand vous l'avez croisé. Bon, j'espère que je vous aurai laissé un bon souvenir et que je vous verrai au cinéma. Merci, j'espère aussi. Et vous avez laissé un bon souvenir, notre invité? Oui. Ça va? Plutôt Eric Cantona ou Emmanuel Macron au final? Un mélange de deux, ça peut être pas mal. Bon, Olivier Cadic, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Il est 17h, c'est l'heure des titres. Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, relance le débat sur la déchéance de nationalité. La référence à la binationalité pourrait être tout simplement supprimée. François Hollande prévoyait d'étendre la déchéance de nationalité aux binationaux en France, reconnus coupables d'actes de terrorisme. À Nantes, la justice s'est prononcée cet après-midi dans le dossier Notre-Dame-des-Landes. Toutes les expulsions de familles et agriculteurs qui vivaient sur le site ont été approuvées. Certaines auront un délai de 2 mois avant de pouvoir partir. La réforme du Code du travail ne remettra pas en cause la durée légale du travail. Principale déclaration du Premier ministre ce matin. Après la remise des propositions de la commission Badinter, le gouvernement se donne 2 ans pour finaliser la réforme. Et bien sûr, si vous voulez réagir à tous nos débats sur Twitter, c'est le hashtag Sénat 360 pour nous accompagner cet après-midi dans la salle des conférences. On va retrouver Saveria Rojek. Saveria, on va vous retrouver dans un instant avec notre invité. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le débat sur la déchéance de nationalité est relancé. Regardez ce reportage. C'est une petite phrase lancée ce matin qui relance le débat. Mais je pense qu'il n'y aura pas de référence dans la Constitution à la question de la binationalité. Un pavé dans la mare à seulement 11 jours de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. L'article 2 de la réforme constitutionnelle ne mentionnerait pas la déchéance de nationalité pour les binationaux. C'est une loi organique qui indiquerait aux juges comment l'appliquer. Une déclaration éminemment politique quand 3/5 du Congrès sont nécessaires pour adopter la réforme. Les élus de droite déplorent un énorme cafouillage. Ça fait 2 mois qu'ils disent tout et le contraire. Un coup, ça reste sur les binationaux. Un coup, c'est pour tous les nationaux. Un coup, il n'y a plus la déchéance. Un coup, ça va être réécrit. Eh bien,
on va finir par leur dire, écoutez, on est de bonne composition, puisqu'on a dit qu'on était prêt à la voter, cette révision constitutionnelle. Enfin, saisissez-vous de cette chance inouïe. Un consensus presque trouvé avec l'opposition si le texte est réellement clarifié. En revanche, pour les Verts, la déchéance de nationalité n'est pas envisageable et pointe trop fermement une catégorie de Français. L'exécutif ne s'est pas rendu compte qu'il touchait un point sensible et qui concernait quand même quelques 5 millions de Français, y compris les expatriés, et que les gens ne l'ont pas attribué, enfin ces personnes ne l'ont pas attribué seulement aux terroristes, parce que c'est... En fin de compte, c'est pour les terroristes, les autres ne sont pas concernés, mais ça a concerné une partie de la société qui s'est sentie visée. Pour ce texte, le président du groupe socialiste à l'Assemblée a aussi déclaré être soucieux d'un vote à l'unanimité au Parlement. Début de l'examen le 5 février. Un reportage signé Jordan Klein. On retrouve tout de suite Saveria Roget qui est avec le sénateur socialiste Philippe Kaltenbach. Saveria, vous êtes dans la salle des conférences, c'est à vous pour quelques réactions. Voilà, on vient donc de le voir. Bruno Le Roux a déclaré qu'il n'y aurait visiblement pas d'inscription dans le texte de la spécificité de la binationalité. La déchéance de nationalité s'appliquerait donc à tous les Français. Est-ce que vous, personnellement, vous voterez ce texte dans cette version ? Écoutez, déjà, je crois qu'il faut attendre que le débat ait lieu à l'Assemblée puis au Sénat. On ne sait pas quel sera le texte qui arrivera au Sénat, on ne sait pas quels seront les amendements. Donc moi, je me positionnerai quand j'aurai le texte qui sera vraiment définitif, tel qu'il est soumis à mon vote. En l'état, moi, je n'étais pas satisfait du texte proposé, parce que c'est vrai qu'il y avait une différenciation entre des binationaux et on touche au principe d'égalité, c'est ça ? On touche au principe d'égalité, mais surtout, on divise les Français. Et je crois que cette réforme constitutionnelle doit rassembler pour montrer que tous les Français sont unis contre le terrorisme. Donc il faut éviter d'avoir des débats qui stigmatisent et qui montrent du doigt certains Français, puisqu'il y a en France 4 millions de binationaux. Donc je crois que Bruno Le Roux a été sensible à cette question et que, de ce que je comprends, il aurait obtenu que le texte évolue pour qu'il n'y ait pas cette stigmatisation des binationaux. C'est un point essentiel qui va dans le bon sens pour que nous puissions voter ce texte de la manière la plus forte possible et la plus rassemblée possible. Je vous entends, mais c'est malgré tout une question qui est éminemment, un sujet qui est éminemment politique. Est-ce que le simple fait d'enlever cette notion de né en France va suffire à calmer la gauche actuellement ? Je crois que déjà, ce qui est important, c'est qu'on n'inscrive pas dans le marbre de la Constitution qu'il y a une différence entre Français binationaux et Français qui n'ont que la nationalité française, entre guillemets. Je crois que là, il faut vraiment qu'on soit ferme sur ce point-là. Après, le texte va continuer à évoluer. Le débat va démarrer à l'Assemblée, il va y avoir des amendements, des discussions, il va se poursuivre au Sénat, il y aura sûrement une navette, et puis après la réunion du Congrès à Versailles. Donc on voit que le texte, tel qu'il est présenté par le gouvernement, doit encore être amélioré, et le travail qui est mené par les parlementaires, de gauche comme de droite d'ailleurs, et de faire en sorte que le texte soit amélioré pour rassembler le plus largement possible. Il faut que ce texte soit voté par une très très large majorité à l'Assemblée, au Sénat et ensuite au Congrès. Et quid de la droite ? Parce que Nicolas Sarkozy l'a répété vendredi après son entretien avec François Hollande à l'Élysée. Il l'a clairement répété, il ne soutiendra la réforme que si elle est centrée sur le retrait de la nationalité pour les binationaux. Donc que va faire la droite selon vous ? Je crois que Nicolas Sarkozy a tort de vouloir stigmatiser les binationaux. Ce qui est très important dans cette réforme, c'est qu'elle permettra à l'État de mieux lutter contre le terrorisme. Encore faut-il qu'elle soit votée, encore faut-il qu'il y ait la majorité des 3/5. Tout à fait. Donc, moi, je vous le dis franchement, je n'imagine pas des parlementaires de droite être maximalistes. On est en guerre contre les terroristes, il faudra bien se rassembler sur un texte et dans la discussion, trouver le meilleur compromis possible. Mais ce n'est pas en démarrant des discussions avec des positions fermées qu'on fera avancer le débat. Il faut discuter et je suis sûr que au Parlement, à l'Assemblée comme au Sénat, in fine, on trouvera une solution qui rassemble très largement. Bien sûr, la droite votera le texte s'il n'y a pas de référence à la binationalité ? Ce qui est important pour la droite, c'est qu'il y ait l'état d'urgence dans la Constitution, qu'il y ait les moyens que l'État puisse bien lutter contre le terrorisme et qu'il y ait également cette déchéance pour les criminels liés à des actes terroristes. Donc voilà, je crois qu'après, il faut trouver un compromis. C'est tous les débats qu'il y a déjà depuis plusieurs jours qui vont encore se poursuivre. Nous attendons avec impatience que le président de la commission des lois à l'Assemblée, Urvoas, fasse aussi des propositions. Mais je crois que ce qu'a annoncé Bruno Le Roux va dans le bon sens parce qu'il permet de mieux rassembler, de ne pas stigmatiser. Oui, on voit très bien, c'est un pas vers la gauche. Et moi, je suis persuadé que les parlementaires de droite seront également à la recherche d'une solution qui rassemble largement. Il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne, il s'agit vraiment
de se donner dans le texte fondamental qu'est la Constitution les moyens d'agir contre le terrorisme. Très bien, on a bien compris votre position. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Saveria, à tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure. Les invités du débat sont déjà arrivés, on va passer un peu à l'actualité, mais on discute déjà évidemment du grand débat autour de la remise du rapport Badinter. Ça va être dans quelques instants. D'abord, la justice, une décision qui était très attendue. Le tribunal de grande instance de Nantes s'est prononcé sur l'expulsion des familles des agriculteurs qui vivent sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Regardez ce reportage de Géraldine Bavoilot. C'était les derniers irréductibles. 11 familles et 4 agriculteurs vont être expulsés. Le tribunal de grande instance de Nantes vient de rendre sa décision. Cette expulsion, réclamée par une filiale de la société Vinci, devait s'assortir d'une astreinte financière. Mais le juge a rejeté cette demande car, selon lui, elle n'était pas justifiée et disproportionnée. 8 des 11 familles ont un délai de 2 mois pour quitter les lieux. Les autres doivent partir immédiatement. En 2011, la filiale Vinci avait négocié avec tous les propriétaires des terres pour trouver un compromis à l'amiable. Mais 11 familles avaient refusé cette proposition de rachat. Ces opposants historiques au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes refusaient, depuis, d'évacuer les lieux. Le 13 janvier dernier, le tribunal de grande instance de Nantes examinait la demande d'expulsion immédiate de ces 11 familles et de ces 4 agriculteurs. Ce week-end encore, les anti-manifestaient dans les rues de Nantes. Le transfert de l'actuel aéroport nantais vers le site de Notre-Dame-des-Landes, un projet vieux de plus de 40 ans, devait initialement s'achever en 2017. Voilà, autre débat qui fait évidemment parler, c'est la durée légale du travail, CDI, salaire minimum. Le rapport que Robert Badinter a remis ce lundi matin, Manuel Valls, énumère 61 principes essentiels qui serviront de préambule au futur nouveau code du travail. Tous les détails avec Pauline Dame et on ouvre notre débat juste après. C'est le premier étage du futur code du travail. Un nouveau socle de droits fondamentaux avec 2 mots d'ordre, simplifier et assouplir. Simplifier sans pour autant mettre en péril les droits des salariés. Après la récente sortie d'Emmanuel Macron sur la durée légale, pas question de toucher au symbole des 35 heures. Tout dépassement du temps de travail par un salarié doit donner lieu à une compensation. Mais les entreprises pourront contourner ces garde-fous en leur permettant de négocier leur organisation de travail avec les syndicats. Le texte ne fixe pas de règles précises sur le taux de majoration des heures supplémentaires. L'ancien garde des Sceaux conserve le principe du CDI, tout comme l'idée du salaire minimum. Au total, 61 articles. Il réaffirme des principes évidents, comme le droit de grève, l'interdiction de toute discrimination ou l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Ces principes, nous les considérons comme le préambule du Code du travail. Le document servira de base à la réforme du marché du travail présentée par Myriam El Khomri le 9 mars prochain. Le chantier doit durer 2 ans. À la place au débat, je vous présente nos invités. Dans l'ordre de présentation, Didier Porte, bonjour, secrétaire général confédéral en charge du secteur juridique chez Force ouvrière. Face à vous, Thibault Langsade, bonjour. Bonjour. Vice-président du MEDEF en charge des TPE, des PME, c'est les très petites entreprises et moyennes entreprises. Entrepreneur, cofondateur également d'entreprises. Et Christopher Dembig, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à la Saxo Bank. Alors messieurs, j'ai envie de vous demander, peut-être d'ailleurs du côté de Force ouvrière, parce que du côté du MEDEF, on imagine un petit peu quelle serait la première réaction. Mais est-ce que vous êtes satisfait du rapport Badinter qui a été remis ce matin? Est-ce qu'il fait avancer quelque chose, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Satisfait, on peut pas le dire de cette façon-là. Pour nous, cette remise de rapport, ce rapport constitue plus une déclaration de bonnes intentions. Au départ, lorsque nous avons rencontré M. Badinter, on lui avait demandé justement que ces principes qui sont érigés en droits fondamentaux soient accompagnés d'un contenu, qu'il précise un petit peu les choses. Et là, dans beaucoup de thèmes, dans beaucoup de matières, on ne retrouve pas les orientations que M. Badinter et le groupe de travail veut donner. C'est quelque chose encore qui reste très flou. On dit que c'est le premier étage de la fusée. Après, on va laisser passer évidemment nos deux autres invités. D'accord. Donc, une chose aussi qu'on doit dire, c'est que fondamentalement, pour nous, nous sommes attachés au respect de la hiérarchie des normes.
Cette hiérarchie qui précise que plus on signe des accords vers l'entreprise, plus ces accords doivent être favorables aux salariés. Là, aujourd'hui, pas de droits fondamentaux consacrés au respect de la hiérarchie des normes, par exemple. Donc pour nous, c'est... Vous le regrettez? Ah oui, c'est une lacune sans conteste. Et pour nous, ça peut effectivement être grave et être une atteinte profonde aux droits des salariés. Thibault Langsane, première réaction côté MEDEF. Quand on entend Force ouvrière, on dit peut mieux faire, c'est déjà pas mal. Et vous, au MEDEF? Très clairement, le compte n'y est pas. Et j'ai envie de dire, on a une frustration très grande, mêlée d'une inquiétude très forte. Alors, premièrement, frustration. Alors, frustration parce que où est la simplification tant attendue par les chefs d'entreprise? On est en train d'expliquer qu'on met un socle de départ, un préambule, qui est déjà extrêmement lourd. Et donc, on voit mal comment ça va se piloter sur, finalement, une réécriture complète du Code du travail et comment tout ceci va s'intercaler avec les jurisprudences qui sont déjà trop nombreuses. Inquiétude parce que le chantier qui était déjà titanesque va s'avérer extrêmement complexe compte tenu de ce préambule, mais 2 points n'y figurent pas. C'est à la fois la durée légale du temps de travail, je le rappelle, nous sommes le seul pays européen Manuel Valls, ça dit on n'y touche pas. Légiférer sur le temps de travail. Et puis le deuxième point, c'est est-ce qu'on va réellement donner de la flexibilité aux entreprises au travers d'un dispositif qui permettra justement de faire en sorte que la règle, la norme, soit créée par l'entreprise avec les forces vives de l'entreprise. On va revenir évidemment sur le temps de travail. Tout d'abord, je voudrais avoir votre réaction, Christopher Dembick. D'abord sur la philosophie, le principe de ces 61 mesures. En fait, c'est un rapport mi-figue, mi-raisin qui automatiquement ne satisfait personne. On le voit assez bien. On est sur des principes généraux qui vont être établis, qui seront certainement repris dans la loi, dans le nouveau code du travail en préambule, mais on ne va pas évidemment sur des aspects très pratiques, c'est-à-dire comment l'entreprise ou encore les salariés vivent le temps de travail, quels sont les ajustements qu'il faut avoir, notamment en période de crise, des questions qui sont vraiment très pragmatiques et qui sont liées justement à cette compétitivité. Donc je pense que ça pose des bases qui sont assez consensuelles finalement, mais on ne va pas suffisamment dans le détail et ça ne va pas aider à restaurer la compétitivité de l'économie française avec de tels principes. Alors, est-ce qu'il était prévu qu'on aille dans le détail? Là, je vous pose la question directement, parce que visiblement, vous avez pu rentrer en contact avec Robert Badinter. Et 2, qu'est-ce qui s'est pas terminé? Il reste encore 2 étages de la fusée qui vont arriver. Est-ce que vous attendez des choses plus directes, plus franches, qui aillent vraiment dans le détail cette fois? Bien sûr, effectivement, le rapport de M. Badinter n'était pas prévu, il n'était pas prévu de rentrer dans les détails. Ça va faire l'objet d'un travail d'une durée de 2 ans par un autre groupe de travail. Donc là, on va parler de négociations et on fixera aussi l'articulation entre l'accord de branche et les accords entre entreprises. Voilà. Donc on n'est pas encore dans le détail. Ah, mais je veux dire, c'est l'ensemble du Code du travail qui va être remanié. Et à ce titre-là, on va perdre d'ailleurs toute la jurisprudence existante. Elle n'existera plus. Donc il y aura une sorte de vide juridique, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est aussi l'une des craintes. Ça sera anticipé, ça. Ah oui, mais je veux dire que combien de temps va-t-il falloir pour remettre une jurisprudence en place? Et ce que nous craignons, nous, c'est que ce vide juridique développe un certain nombre de contentieux. Hein, ça, c'est clair. Pour revenir sur ce rapport, une chose aussi importante qui nous est dite, c'est que ces droits ne sont pas contraignants vis-à-vis du futur Code du travail. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que nous disons que c'est simplement une déclaration de bonnes intentions. Et en plus, parmi tous ces droits qui sont évoqués dans les 61 articles, il y a un certain nombre de droits qui sont accompagnés de mesures dérogatoires. Ça veut dire qu'il y a certains droits qui existent aujourd'hui, mais on peut le remettre en cause, on peut y déroger. Et ça, pour nous, est-ce que fondamentalement, ça reste un droit essentiel? Et ça, peut-être qu'au MEDEF, c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien pouvoir appuyer, ça laisse aussi dans le flou, peut-être qu'on peut y voir plus clair, c'est un peu ça, Thibault Langsane? C'est-à-dire que sur les 61 mesures, c'est très compliqué de porter une appréciation, parce que globalement, on va être d'accord sur les 61 mesures qui sont portées. Enfin, oui, on parlait de tout en tête, mais là-dessus, on enfonce encore une porte ouverte. Il n'en reste pas moins qu'on pouvait attendre de ce rapport un mode opératoire pour permettre justement de comprendre quelle allait être la construction future de ce nouveau code du travail. Après, sur la jurisprudence,
qui est devenu un capharnaüm absolument sans fin pour les chefs d'entreprise. C'est d'ailleurs, on s'y perd, et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'une bonne partie des chefs d'entreprise ont peur d'embaucher, compte tenu de cette jurisprudence qui est une construction depuis la nuit des temps. Donc là-dessus, il va falloir s'y atteler. Je ne pense pas qu'on y perdra des droits. En revanche, il faut véritablement maintenant qu'on remette l'entreprise au cœur du dispositif avec un dialogue qui va être facilité, permis à l'intérieur de l'entreprise. C'est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre, mais le terme est un peu barbare, qui est l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est de faire en sorte que les décisions c'est-à-dire que d'entreprise à entreprise. D'entreprise à entreprise, à défaut sur les branches, avec un socle commun qui est un code du travail extrêmement véloce qui permet de s'y retrouver. Pour le moment, le mode opératoire qui a été retenu ne nous permet pas de dire qu'on va aller sur cette direction-là, puisque M. Badinter parle de droit constant, donc on est en train de rajouter des surcouches au millefeuille. On va à l'inverse de ce que nous avons, nous, initialement, entendu par la part du gouvernement. Pour qu'on comprenne bien pour nos téléspectateurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous réclamez, c'est des accords d'entreprise à entreprise. Aujourd'hui, il existe des branches qui discutent avec les entreprises. Là, finalement, ce que dit Robert Badinter, c'est qu'il rajoute une couche, c'est ce que vous dites, vous. C'est-à-dire qu'on est en train de rajouter un socle fondamental qui rajoute une couche. Nous, ce que nous essayons de dire, c'est qu'il faut que le dialogue social émane et les accords émanent de l'entreprise, à défaut de l'entreprise, qu'elle puisse s'y retrouver dans les branches professionnelles, et puis avec un cadre structurant qui est le Code du travail. Donc, c'est à partir de ce moment-là où on peut remonter de l'entreprise sur le Code du travail qu'on va pouvoir alléger, simplifier, tout en ayant un code à la fois véloce et efficace et protecteur pour les salariés. Un code véloce, Christopher Dembick, quand vous entendez Thibault Langsat, vous êtes d'accord et vous partagez un petit peu plus l'avis de notre ami de Force ouvrière? Non, je suis assez d'accord avec vous, dans le sens où effectivement, et à mon avis le gouvernement a compris cela, il y a nécessité d'avoir un modèle un peu plus allemand, notamment en termes de flexibilité interne. Aujourd'hui, c'est la grande solution. Pourquoi, par exemple, on parle de chômage? Le chômage est si élevé en France parce qu'on n'a pas cette flexibilité interne aux entreprises où, au final, on peut s'adapter. Les 35 heures ont été bien évidemment très largement assouplies. Il y a plusieurs dispositifs qui existent, mais ce n'est pas suffisant. Et il faudra donc faire des démarches à cet égard. Ouais. Didier Porte, pour résumer un petit peu sur la situation, donc, par rapport à ce que... pour l'accord de branche, comme le préconise Thibault Langsat, c'est pas ce que j'ai entendu. Ouais. Je pense qu'ils sont d'entreprise à entreprise. Favorables. Oui. Voilà, ils sont beaucoup plus favorables. Et vous êtes d'accord sur les branches? Bien évidemment, nous on considère que l'articulation doit être faite, les droits doivent être faits à partir de la branche. Je veux dire que par rapport à ce qui va nous être proposé, le risque auquel on va être exposé, c'est la remise en cause d'un principe social républicain. Aujourd'hui, un socle républicain avec un code du travail, une égalité de droits, avec ensuite une négociation collective qui améliore les droits au niveau de la branche, mais aussi au niveau de l'entreprise. Le but de cette simplification, demain, c'est de donner la primauté de l'accord d'entreprise vis-à-vis de tout le reste. Et c'est là que c'est grave. C'est là qu'on va complètement atomiser les droits des salariés, les retrouver dans des droits, dans des accords complètement disparates, d'où des difficultés et non pas une simplification qui va faire, auquel on va avoir lieu. Alors on touche à rien alors? Et si, il faut changer les choses. Mais au départ, on nous dit on va simplifier le code du travail parce qu'il est trop complexe, il est trop gros. Mais c'est presque 4000 pages, hein, code de travail. Il faut être un avocat pour comprendre ce qu'il y a dans le code du travail. On ne demande pas à tout le monde d'être des avocats. Ça, c'est clair. Hein, ou des juristes. Il faut aussi que les juristes et les avocats puissent travailler aussi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une asymétrie on va dire, de contradiction qui est très nette. En fait, nous disons tous exactement le contraire. C'est qu'il faut que les entreprises puissent définir par eux-mêmes les accords. Mais elles ne le définissent pas de façon unilatérale, elles le définissent par négociation avec les forces vives. Alors, le problème, c'est que quand vous avez une petite entreprise, une PME, quand elle n'a pas de représentant syndical, elle fait comment? Il faut qu'elle aille faire valider, comme aujourd'hui c'est le cas, un accord auprès d'une branche, alors que finalement, elle sait ce qui est bon pour l'entreprise et le cas échéant, si les délégués du personnel ou si les salariés dans leur majorité le souhaitent, elle ne pourrait pas signer d'accord. Donc il faut trouver des dispositifs qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise doit pouvoir, sur la durée légale du temps de travail, sur la flexibilité, définir par elle-même. Soit parce qu'elle est en difficulté, et auquel cas, dans une démarche gagnant-gagnant avec les salariés, avec une clause peut-être de retour à meilleure fortune, elle doit pouvoir s'organiser, soit dans une perspective de challenge, si jamais il y a des surcroîts d'activité pour pouvoir affronter de nouveaux défis. C'est ça que nous disons, et donc elle doit pouvoir organiser elle-même sa propre compétitivité pour pouvoir assurer sans aucune présence syndicale, sans aucune négociation. Non, c'est pas ce que là, vous lui faites peur. Hein. Mais non, parce que la présence syndicale, d'abord,
elle est ouverte dans l'entreprise. Il faut qu'elle s'installe. Si elle s'installe pas, on peut se poser des questions. Pas Oui, mais toujours, on peut se poser des questions pour lesquelles elle n'est pas installée. Oui, Donc, une oui. problématique de représentativité syndicale. Y a pas que Mais j'ai envie de dire, ça, c'est dans votre camp. Après, vous avez beaucoup d'entreprises, notamment des TPE et des PME, qui n'ont pas de représentation syndicale, mais qui ont des délégués du personnel. Et il faut que ces délégués du personnel puissent, eux aussi, prendre parti dans ces accords qui pourraient être trouvés. Mais une fois de plus, et peut-être que c'est un sujet qu'il faut maintenant ouvrir, dans une TPE, vous n'allez pas faire un référendum. Petites entreprises, je rappelle. Dans une TPE, vous n'allez pas faire un référendum. Vous avez 4 salariés. Et oui, comment on fait quand on n'a pas de représentants dans syndicaux? ces cas-là, c'est là où la branche peut avoir un certain nombre d'accords types qui permet au chef d'entreprise de pouvoir adapter sa vie dans l'entreprise. Là, il y a un sujet. Il y a un point d'accord là-dessus. Effectivement, on considère que nous, on ne négocie pas de la même façon dans une branche que dans une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de pression au niveau de la branche, sur l'emploi, etc., etc. C'est pour ça que nous, on a toujours été favorable à la négociation de branche, qui doit justement permettre aux TPE donc de pouvoir avoir des droits négociés au niveau de la branche. Et c'est effectivement l'égalité des droits qu'on retrouve au travers de ce niveau de négociation. Vous avez parlé tout à l'heure de temps de travail. Est-ce qu'il a été remis en cause ou pas? Écoutez ce que disait tout à l'heure Manuel Valls. Le principe 33, il réaffirme la nécessité d'une durée légale, normale, écrivez-vous, du travail, et d'un droit à la compensation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà. Aujourd'hui, nous avons donc, d'une certaine manière, déverrouillé l'approche du temps de travail. Et ce, pour le bien de tous, les salariés comme les PME, parce qu'au fond, c'est ça qu'il s'agit de déverrouiller, l'entreprise. Et les entreprises pourront donc fixer par accord les modalités d'organisation du temps de travail sans remettre en cause la durée légale. Des principes, une loi, de la souplesse, adapté à la réalité de l'entreprise. Vous y voyez de la souplesse, Christopher Dendick? On a de la souplesse. Sur les 35 heures, très clairement, il n'y aura pas de mouvement, ça restera la durée légale du temps de travail. Et on a eu de nombreuses réformes qui ont été mises en place, parfois imparfaites, mais pour davantage de souplesse. On y va certainement encore vers cet aspect-là. Il y a notamment un des grands points de souplesse, c'est par exemple le forfait jour, qui est extrêmement important. Expliquez-nous ça. Donc le forfait jour, c'est tout simplement la durée le temps de travail est fixé en fait, non pas vous passez donc d'un forfait d'une durée du temps de travail en jour et non pas par exemple en durée hebdomadaire. Donc ce qui va être important, c'est que souvent c'est pour les cadres, mais on peut tout à fait l'appliquer pour d'autres statuts. Et ça, l'une des propositions notamment du rapport Badinter est de appliquer le forfait jour pour les startups sans passer par un accord collectif. Donc on prend en compte non seulement une nouvelle économie qui se met en place, on essaie d'avoir plus de flexibilité. Donc très clairement, il y a une volonté de souplesse. Maintenant, il faudra voir comment ça va être mis en pratique. Et surtout, cette question derrière ça, c'est celle des heures supplémentaires et de la majoration. C'est la grande question. Thibault Langsade, quand vous entendez Manuel Valls, on n'a pas touché la durée légale du travail. Il a dit la dérogation à la durée du temps de travail à 35 heures n'est plus une transgression. Alors ça, j'imagine que ça doit vous plaire. On est en train de démolir une porte ouverte avec un bélier. C'est que c'est des déclarations qui sont assez surprenantes parce qu'in fine, on ne change rien. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays européen à avoir légiféré sur la durée légale du temps de travail, c'est-à-dire 35 heures, et on n'y déroge pas. Donc on est en train de conserver un socle qui est 35 heures, et aujourd'hui, d'ailleurs depuis 2008, on a un certain nombre de dispositifs qui nous permettent de pouvoir finalement adapter et moduler le temps de travail. Il n'en reste pas moins que la question fondamentale, c'est le déclenchement des heures complémentaires. Bon, à partir du moment où vous ne bougez pas sur le curseur des 35 heures, on ne touche à rien. Ni aux heures supplémentaires. Non mais on ne touche à rien. Donc on laisse une capacité de manœuvre qui est très faible. Et là, vous auriez, j'imagine, préféré la version d'Emmanuel Macron. Non mais nous soutenons bien évidemment la position d'Emmanuel Macron et je pense qu'il est temps maintenant de reconnaître que les 35 heures ont été une erreur majeure économiquement. Qu'on voit bien que finalement on détricote sans détricoter depuis même Martine Aubry, les compensations. La loi a été mise en place et on n'a fait que détricoter. C'est-à-dire qu'on a retiré des mailles parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du tricot. On a fait les allègements Aubry 1, 2, Fillon 1, 2. Eh bien, on est en train de retirer une maille complémentaire. Ce système ne fonctionne plus. Il est probablement responsable du manque de compétitivité de nos entreprises, même certainement. Et donc, aujourd'hui, il faut prendre une position très claire. On voit qu'on tourne autour du pot sans réellement franchir le... C'est de la peur de ne pas vouloir toucher aux 35 heures? Oui, et je pense que les Français... Ou est-ce que c'est un modèle social auquel on ne veut pas toucher? Parce que là, Didier Porte va vous répondre modèle social. Très clairement, il va nous répondre, mais
très clairement, c'est considéré comme un acquis social, alors que c'est une erreur économique et qui est responsable aujourd'hui de plus de 5,6 millions de chômeurs. Donc, c'est un système qui ne fonctionne pas. Et qui, en plus, est la risée de l'ensemble des pays de la communauté européenne qui se dit, in fine, c'est notre meilleur atout pour pouvoir faire du business hors de France. Didier Porte, on ne touche pas aux 35 heures, ça c'est le satisfecit de la journée, j'imagine, pour vous? Oui, mais je pense que ça n'était pas dans le rôle de M. Badinter de toucher à la durée légale du travail, c'est clair. Aujourd'hui, il faut savoir que le temps de travail, c'est le thème où on trouve le plus de dérogations, je crois que ça a été dit, le plus de dérogations dans le Code du travail. Voilà. Aujourd'hui, on peut déroger au contingent d'heures supplémentaires, les entreprises peuvent s'organiser comme elles le veulent sur le thème du temps de travail, c'est vrai. Donc il y a déjà vraiment beaucoup de possibilités pour les entreprises de pouvoir s'organiser au travers du temps de travail qu'ils décident d'imposer. Donc aujourd'hui, on ne demandait pas à M. Badinter de remettre en cause les 35 heures ou le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ça n'était pas. Vous non, mais j'imagine que d'autres le souhaitaient. Bien sûr. Mais là-dessus, d'ailleurs, nous sommes très inquiets. M. Valls, au mois de novembre, lorsqu'il a présenté la note d'orientation sur le temps de travail, il a été clair là-dessus. Il disait qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas travailler 46 heures par semaine sur une durée, une période de référence de 12 semaines. On peut ne faire que 44 heures en France, qui est déjà quand même pas mal. Pourquoi il y a un verrou? Pourquoi? Parce que c'est une question de santé et de sécurité au travail. Donc il faut un accord de branche, j'y reviens toujours à cet accord de branche, et un décret pour pouvoir permettre aux entreprises de travailler 46 heures. Mais c'est déjà prévu ça, c'est déjà prévu. Mais donc le verrou là, il est fait par rapport à un droit fondamental qui est le droit à la santé. Il nous reste à peu près 2 minutes, je voudrais vous livrer la déclaration de Benoît Hamon. Le projet de Manuel Valls, c'est d'offrir le scalp des 35 heures à ceux qui réclament depuis longtemps. Là, Thibault Langsad, il dit que les 35 heures, c'est terminé. Non, là, on est dans une discussion purement politicienne. Là, c'est un débat qui nous concerne plus. Là. Déclaration aberrante. Aberrante. Didier Porte, un mot sur cette déclaration. On est favorable dans le politique, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit vigilant sur l'articulation du temps de travail au travers des 3 niveaux qui sont prévus dans le futur Code du travail. Il faudra 2 ans, a dit le gouvernement. Oui. Manuel Valls, il faut à peu près 2 ans pour réformer. Vous y croyez à cette grande réforme? C'est le grand soir du Code du travail? Non mais 2 ans, ça fait, pour être très clair, ça fait 2018. C'est ça, c'est après 2017, ça ne vous a pas échappé. Il me semble qu'on a une échéance en 2017. Donc bon, ce sont des promesses qui engagent que ceux qui les écoutent. Pareil, monsieur. On est sur du toilettage, donc dans tous les cas, on ne va pas aller vraiment dans une refonte complète du Code du travail. Ça va être du toilettage, donc peut-être 2 ans éventuellement, en termes de temps. Didier Porte, même question, même réponse. Ça va être un travail titanesque, bien au contraire. Si il s'agit là d'une refonte, ce n'est plus une réforme telle qu'on l'a connue en 2009. C'est une refonte complète, et donc c'est un travail titanesque. Et donc on verra le résultat, mais il y a vraiment du pain sur la planche. Projet de loi qui devra arriver le 9 février au Conseil des ministres avec présentation par Myriam El Khomri. Ça, c'est quelque chose que vous regrettez, que ce soit Myriam El Khomri et pas Emmanuel Macron? Non, il y a eu une déclaration, je ne sais pas qui l'a faite, peu importe le contenant, ce qui compte c'est le contenu. Donc c'est porté par le gouvernement, là-dessus on n'a pas de sujet. Emmanuel Macron, c'est un ministre avec lequel vous pourriez discuter ou vous préfériez que... On discute avec Emmanuel Macron. Et que les relations sont un petit peu tendues. Effectivement. Mais les questions de droit du travail doivent être rattachées au ministère du Travail et à Mme El Khomri. C'est clair. Et Thibault Langsad, dernier petit mot très court. L'ensemble des mesures économiques qui devaient être portées dans Macron 2 doit être portées. C'est ça le vrai sujet pour nous. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir témoigné en direct sur notre antenne. Je rappelle Thibault Langsad, vice-président du MEDEF, Christopher Dembick, économiste à la Saxo Bank, et Didier Porte, secrétaire confédéral en charge du secteur juridique chez Force Ouvrière. Merci d'avoir participé à ce débat. Il est 17h30. Je vous rappelle les grands titres de l'actualité. La réforme du Code du travail, on vient d'en parler, ne remettra pas en cause la durée légale, déclaration du Premier ministre, aux 61 mesures rapportées par Robert Badinter. Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, relance le débat sur la déchéance de nationalité. La référence à la binationalité pourrait être tout simplement supprimée. On verra ça d'ici quelques semaines, a dit François Hollande, arrivé au pouvoir à la tête de la formation de la gauche radicale Syriza. Alexis Tsipras célèbre sa première année à la tête de la Grèce. Quel bilan 1 an après? Une grève générale est prévue début février. La grogne au monde, jour après jour, reportage à suivre dans un instant.
C'est une décision de justice qui était très attendue. Le tribunal de grande instance de Nantes s'est prononcé pour l'expulsion des familles des agriculteurs qui vivent sur le site de Notre-Dame-des-Landes. On voit ça en image. C'étaient les derniers irréductibles. 11 familles et 4 agriculteurs vont être expulsés. Le tribunal de grande instance de Nantes vient de rendre sa décision. Cette expulsion, réclamée par une filiale de la société Vinci, devait s'assortir d'une astreinte financière. Mais le juge a rejeté cette demande car, selon lui, elle n'était pas justifiée et disproportionnée. 8 des 11 familles ont un délai de 2 mois pour quitter les lieux. Les autres doivent partir immédiatement. En 2011, la filiale Vinci avait négocié avec tous les propriétaires des terres pour trouver un compromis à l'amiable. Mais 11 familles avaient refusé cette proposition de rachat. Ces opposants historiques au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes refusaient, depuis, d'évacuer les lieux. Le 13 janvier dernier, le tribunal de grande instance de Nantes a examiné la demande d'expulsion immédiate de ces 11 familles et de ces 4 agriculteurs. Ce week-end encore, les Antilles manifestaient dans les rues de Nantes. Le transfert de l'actuel aéroport nantais vers le site de Notre-Dame-des-Landes, un projet vieux de plus de 40 ans, devait initialement s'achever en 2017. À prendre la destination de la Grèce, c'était il y a un an, les Grecs se choisissaient Alexis Tsipras comme Premier ministre. Il disait non à l'austérité, mais à l'épreuve du pouvoir, l'espoir de la gauche a beaucoup déçu, à commencer par les jeunes qui ont massivement voté pour lui. Reportage en Grèce de Samia Deshir. Antonis, 22 ans, est étudiant en économie. Pour payer ses études, l'été, il travaille en Allemagne où ont émigré ses parents. En Grèce, plus d'un jeune sur 2 est au chômage. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter le pays. Antonis, lui, a déjà fait son choix. Je pense que je vais partir et mon problème, ce n'est pas que j'ai peur de ce que je vais trouver à l'étranger, mais que je suis forcé de partir. Fatigués par 5 ans d'austérité, des milliers de jeunes comme Antonis ont voté Syriza en janvier 2015. Mais 6 mois plus tard, Alexis Tsipras accepte un nouveau prêt des créanciers. Un accord que les Grecs avaient pourtant refusé 1 semaine plus tôt par référendum. Les jeunes se sentent trahis. Non, je n'ai pas revoté Syriza en septembre. Et je ne vois pas comment un jeune peut voter Syriza maintenant s'il n'est pas fou. Syriza s'est avéré ne pas être radical du tout. Parmi les concessions du Premier ministre aux créanciers, une nouvelle réforme des retraites. Le vendredi, c'est jour de marché pour Atina et son mari Yorgos. On va acheter des pommes au stand de Pagnotis? Fais voir le poids. Yorgos a commencé à travailler dans le bâtiment à l'âge de 13 ans. Quand il prend sa retraite en 2000, il touche alors 1 600 € par mois. 5 ans d'austérité plus tard, il a perdu un tiers de sa pension, réduite à 1 180 € mensuels. La vie est devenue très chère. Ma retraite n'est pas suffisante, même pas pour la moitié du mois. Voilà où on en est. Atina, je suis rentré. Yorgos sait que sa pension sera sans doute amputée une nouvelle fois. Et ce n'est pas seulement son niveau de vie et celui de sa femme qui sont en jeu. Un peu de sel. J'aide beaucoup mes enfants parce que mon fils est au chômage. Il doit payer les taxes de sa voiture, sa taxe d'habitation. C'est moi qui paye tout ça maintenant. On aide comme on peut. On est devenu la cantine pour eux. Bon appétit. Atina est déçue par la politique de Syriza. Mais pour elle, Alexis Tsipras n'avait pas le choix. Ils n'ont pas laissé agir Tsipras, ils lui ont fait la guerre et ils continuent. Voilà comment je le vois. Ils ne l'ont pas laissé agir, ni les étrangers, ni les Grecs. Elle revotera donc pour lui. Pas question en revanche pour Yorgos. Il a perdu confiance en la politique et en l'Union européenne. En Grèce, près de la moitié des retraités vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Après la réforme, la retraite minimum garantie pourrait tomber à 384 €. Alexis Tsipras a promis de ne pas aller trop loin dans les coupes, mais le bras de fer avec les créanciers s'annonce difficile. Alexis Tsipras, 1 an après, voilà le bilan de Samia Deshir. Retour en France pour ce qui nous concerne. François Hollande serait prêt à modifier le projet de loi constitutionnel présenté en décembre dernier. Celui-ci prévoyait d'étendre la déchéance de nationalité aux binationaux nés en France, reconnus coupables d'actes de terrorisme. Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, a annoncé ce matin que la référence à la binationalité pourrait être
tout simplement supprimée. Reportage, explication, Jordan Klein. C'est une petite phrase lancée ce matin qui relance le débat. Mais je pense qu'il n'y aura pas de référence dans la Constitution à la question de la binationalité. Un pavé dans la mare à seulement 11 jours de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. L'article 2 de la réforme constitutionnelle ne mentionnerait pas la déchéance de nationalité pour les binationaux. C'est une loi organique qui indiquerait aux juges comment l'appliquer. Une déclaration éminemment politique quand 3/5 du Congrès sont nécessaires pour adopter la réforme. Les élus de droite déplorent un énorme cafouillage. Ça fait 2 mois qu'ils disent tout et le contraire. Un coup, ça reste sur les binationaux. Un coup, c'est pour tous les nationaux. Un coup, il n'y a plus la déchéance. Un coup, ça va être réécrit. Eh bien, on va finir par leur dire, écoutez, on est de bonne composition, puisqu'on a dit qu'on était prêt à la voter, cette révision constitutionnelle. Enfin, saisissez-vous de cette chance inouïe. Un consensus presque trouvé avec l'opposition si le texte est réellement clarifié. En revanche, pour les Verts, la déchéance de nationalité n'est pas envisageable et pointe trop fermement une catégorie de Français. L'exécutif ne s'est pas rendu compte qu'il touchait un point sensible et qui concernait quand même quelques 5 millions de Français, y compris les expatriés, et que les gens ne l'ont pas attribué, enfin ces personnes ne l'ont pas attribué seulement aux terroristes, parce que c'est... En fin de compte, c'est pour les terroristes, les autres ne sont pas concernés, mais ça a concerné une partie de la société qui s'est sentie visée. Pour ce texte, le président du groupe socialiste à l'Assemblée a aussi déclaré être soucieux d'un vote à l'unanimité au Parlement. Début de l'examen le 5 février. On va tout de suite voir un petit peu les réactions. On va au Sénat, dans la salle des conférences où nous attend Savaria Rojac. Savaria, vous êtes avec Éric Doligé, sénateur Les Républicains. Alors visiblement, Éric Doligé, la déchéance de nationalité s'appliquerait à tous les Français. C'est en tout cas ce qu'a donc déclaré Bruno Le Roux ce matin. Est-ce que vous, en l'état, dans cette version, vous voterez le texte ? D'abord, qui est le président de la République? C'est Bruno Le Roux ou c'est François Hollande? C'est vraiment... Oui, c'est quand même un message adressé c'est vraiment du à la classe n'importe quoi. politique. Non, mais enfin, si François Hollande a un message à adresser, qu'il le fasse en direct. Il a reçu le président de l'Assemblée, le président du Sénat, les présidents de parti. Il leur a dit qu'il avait l'intention d'introduire la déchéance de la binationalité. Et puis M. Le Roux, quelques heures après, nous dit que ça serait peut-être plus dans le texte. Donc comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Nous, la position des Républicains, elle a toujours été claire. Elle a été de dire qu'on ne prendrait notre décision définitive de vote sur ce texte-là lorsqu'on nous présentera un texte définitif. Et le texte définitif, il sera à la sortie de l'Assemblée. Ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy vendredi dernier à la sortie de son entretien avec François Hollande à l'Élysée, il a été clair également. Il ne soutiendra la réforme que s'il est centré sur le retrait de la nationalité pour les binationaux. Oui, pas tout à fait la même chose. Non, mais c'était la ligne, c'était notre ligne sur des positions ou des orientations qui étaient données par le président de la République, sur lesquelles on pouvait être d'accord sur les binationaux. Donc le président du mouvement, Nicolas Sarkozy, a dit clairement que si c'était pour les binationaux, il n'y avait pas de difficulté pour voter le texte, sous réserve de connaître les autres éléments. Aujourd'hui, on repart à zéro. C'est pas sérieux. Est-ce que vous pensez que le simple fait d'enlever cette notion de né en France va suffire à calmer la gauche? Écoutez, la gauche, moi, mon rôle à moi, c'est pas de calmer la gauche. Mon rôle à moi, c'est d'avoir une position par rapport à un texte qui sera présenté par la gauche, en supposant que la gauche arrive à présenter un texte. Aujourd'hui, en l'état, vous refusez de prendre position tant que vous n'avez pas vu une version définitive du texte. C'est bien ça. Ça me paraît sérieux. Je pense que tous les Français prennent des décisions quand ils ont les règles du jeu. On n'a pas de règles du jeu, ou la règle du jeu est changeante. Et ça veut dire que la gauche, sur ce sujet, est totalement divisée. Elle est en guerre contre elle-même. C'est un sujet extrêmement complexe. Donc, ce qui devait déstabiliser la droite déstabilise la gauche. Donc, nous observons et on prendra une décision quand on aura les éléments pour la prendre. Très bien. Merci beaucoup, Éric Doligé, d'avoir répondu à nos questions. Merci Savaria. On vous retrouve tout à l'heure. Notre invité à présent pour parler à nouveau de la déchéance de nationalité est Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel. Vous avez été interrogé par Tam Tranui. Dans un instant, c'est le face-à-face. Alors Dominique Rousseau, la plus grande confusion règne. Vendredi encore, Nicolas Sarkozy le dit, à l'issue de son entretien avec François Hollande, l'extension de la déchéance de nationalité s'appliquera aux binationaux nés en France. Et voilà, Bruno Le Roux, ce matin le chef de file des députés socialistes, qui laisse entendre que le texte pourrait s'appliquer à tous les Français. Alors qu'est-ce qui est le mieux du point de vue du droit? Alors, du point de vue du droit,
tout vient du départ, c'est-à-dire de l'idée d'inscrire dans la Constitution la question de la déchéance de nationalité. Faut-il ou non inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution? Pour vous, cela déjà pose problème? Oui, d'un point de vue juridique, d'un seul point de vue juridique, je ne parle pas du point de vue politique, d'un seul point de vue juridique, il est totalement inutile d'inscrire dans la Constitution la question de la déchéance de nationalité. Alors si on le fait. Comment? Mais alors si on le fait, qu'est-ce qui est le moins pire? Mais justement, si on le fait, on va de pire en pire. Actuellement, il y a la seule inégalité qui existe actuellement, c'est entre les nationaux nés français et les nationaux qui ont acquis la nationalité française. Les seconds, c'est-à-dire les nationaux qui ont acquis la nationalité française, peuvent être déchus de la nationalité française s'ils ont une autre nationalité. En revanche, les nationaux nés français qui ont une autre nationalité ne peuvent pas être déchus de leur nationalité française. Il y a donc aujourd'hui une inégalité. La seule inégalité qui existe aujourd'hui, c'est une inégalité entre les Français nés français et les Français qui ont acquis la nationalité française. Est-ce que cette inégalité peut être réduite par la loi? Ma réponse est oui. Pourquoi ma réponse est oui? Parce qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 2015, il y a un an, 23 janvier 2015, qui affirme le principe selon lequel, entre les Français nés français et les Français ayant acquis la nationalité française, il ne doit pas y avoir de différence de traitement. Par conséquent, si le Parlement votait une loi simple, le Conseil constitutionnel constaterait que cette loi traite de manière égale les Français nés français et les Français ayant acquis la nationalité française. Et par conséquent, le Conseil validerait cette loi. C'est pour ça que cette question d'inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution, d'un point de vue juridique, est totalement inutile. Le problème aussi, c'est que la déchéance de nationalité, si elle s'appliquait à tous les Français, eh bien c'est que ça créerait des apatrides. Or, les conventions internationales l'interdisent. Alors, à quoi la France s'expose à ce moment-là? Alors, vous avez totalement raison. Si on étend, comme semble le faire Bruno Le Roux, mais le Premier ministre l'a écarté, donc effectivement, on ne sait pas exactement où on en est. Si on étend la déchéance de nationalité aux nationaux français, à ce moment-là, ils vont devenir apatrides. Or, la France a signé, elle n'a pas ratifié, mais elle a signé la Convention de New York et la Convention européenne de 1997 qui interdit de rendre une personne apatride. Alors, il y a une différence sur le plan juridique, il y a une différence entre signer et ratifier. Ratifier, c'est contraignant. Signer, c'est une incitation de l'État, sans risque de sanction, mais une incitation de l'État à se conformer, je cite, à l'objet et au but de la convention qu'il a signée. Par conséquent, la France s'est engagée au minimum à ne pas mettre dans la loi des dispositions qui rendraient une personne apatride. Donc si on étend la déchéance de nationalité à tous les Français, on crée des apatrides. L'autre difficulté, on imagine, ça serait bien sûr l'expulsion de ces apatrides. Est-ce que la France pourrait les expulser? Vers où? Quel pays pourrait accepter un terroriste déchu de sa nationalité? Oui, mais là, vous parlez en temps réel. Pour expulser un apatride, il faut d'abord qu'il ait été condamné pour un acte de terrorisme. S'il commet un acte de terrorisme aujourd'hui, janvier 2016, le temps qu'on le prenne, qu'on le juge, il va être condamné dans 6, 7, 8, 9 ans. Bon, il est condamné. On va proclamer sa déchéance de nationalité dans 10 ans. Mais il va faire un recours en disant « mais non, vous ne pouvez pas me déchoir de ma nationalité ». Il va y avoir un recours qui va durer combien? 3, 4? Autrement dit, tout ça nous mène dans 10, 15 ans. Et une fois qu'il est déchu de sa nationalité, la convention sur les apatrides, que l'on a signée mais pas ratifiée, mais qui nous oblige quand même, interdit
d'expulser une personne apatride tant qu'un pays d'accueil n'a pas accepté de recevoir cette personne. Donc là, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle serait obligée de rester en France. Exactement. Est-ce que vous voyez un pays recevoir une personne qu'on a condamnée pour terrorisme, dont on a déchu la nationalité, et on demande à un pays, vous ne pouvez pas l'accueillir? Imaginez l'inverse. Imaginez qu'on demande à la France d'accueillir quelqu'un qui a commis un acte de terrorisme et qui est déchu de sa nationalité. Donc ce n'est absolument pas sérieux. Il n'y a pas d'étude qui a été faite sur les conséquences, les effets ricochés en quelque sorte de cette disposition. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas favorable à une révision constitutionnelle avec l'inscription de la déchéance de nationalité, mais il y a la possibilité d'une loi ordinaire. Pourquoi, selon vous, l'exécutif ne va pas vers une loi ordinaire? Est-ce que ça serait plus simple? Alors pourquoi l'exécutif ne va pas vers une loi ordinaire? Pour moi, juriste, c'est un point d'interrogation. Il n'y a pas de raison juridique. Et quand il n'y a pas de raison juridique... Une raison politique. Il y a une raison politique. C'est le symbole qui compte. Oui, sauf que le symbole, c'est très important. Le symbole, si on parle du symbole, depuis le mois de janvier 2015 et encore plus depuis le mois de novembre 2015, tous les pays du monde mettent le drapeau bleu, blanc, rouge sur leurs monuments. Tous les pays du monde se réfèrent à nos valeurs, la déclaration de 89. Et c'est à ce moment-là que la France remettrait en cause les valeurs dans lesquelles le monde entier aujourd'hui dit se reconnaître. C'est un symbole contradictoire pour vous avec la déclaration des droits de l'homme. C'est un symbole complètement... On s'écarte. Quand on oublie les valeurs, on s'écarte de la démocratie. Alors la déchéance de citoyenneté, elle est plébiscitée par de nombreux chercheurs et notamment aussi par l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Est-ce que c'est pour vous une meilleure solution d'un point de vue juridique? L'indignité nationale, vous voulez dire, ou la déchéance de nationalité? La déchéance de citoyenneté. La déchéance de citoyenneté, c'est-à-dire le fait d'enlever aux citoyens non pas leur nationalité, mais leurs droits. Ça existe déjà. C'est déjà dans le code pénal. Il y a la possibilité déjà pour le juge d'enlever à un terroriste condamné son droit de vote, le droit de la famille, son droit du patrimoine, son passeport, son port d'armes. Donc tous ces éléments-là, qui font partie des droits civils et politiques, sont dans le code pénal et le juge peut déjà les prononcer. Donc la déchéance de citoyenneté n'apporterait rien de nouveau à ce qui existe déjà dans le code pénal. Alors, une vingtaine de parlementaires ont signé une tribune dans le Figaro, parue vendredi, dans laquelle ils disent qu'ils refusent de voter la révision constitutionnelle. Une vingtaine de parlementaires de droite, ils disent la Constitution n'est pas un panneau électoral où chacun vient inscrire ses slogans. Est-ce que, selon vous, les politiques font du mal au droit? Les politiques font du mal au droit. Les politiques font du mal au droit tout simplement parce que le droit les gêne. Que dit le droit? Le droit dit que lorsqu'on fait de la politique, il faut respecter les valeurs. Quelles sont les valeurs? La liberté, l'égalité, la fraternité. Et parfois, nos politiques votent des lois ou prennent des décisions qui portent atteinte un peu, beaucoup, complètement à ces valeurs. Et donc, ce n'est pas étonnant que les politiques, soient agacés, entre guillemets, par le droit. Regardez en Pologne, qui on attaque? Le tribunal constitutionnel. Regardez en Hongrie, qui on attaque? Les juges. Et regardez en France, les lois actuellement qui sont votées sur la préparation d'un nouveau code pénal, qu'est-ce qu'elles font? Elles enlèvent aux juges les pouvoirs de contrôle, alors que la Constitution dit, article 66, l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. Aujourd'hui, c'est l'autorité administrative. Et aujourd'hui, c'est l'autorité administrative. En plein dans l'état d'urgence. Autrement dit, on demande à l'administration de se contrôler elle-même. Le juge de l'administration doit contrôler l'administration. Non. Il y a un juge judiciaire. La mission du juge judiciaire, je ne l'invente pas, c'est dans la Constitution. La mission du juge judiciaire, c'est de faire respecter, de veiller au respect de la liberté individuelle. C'est donc à lui que doit revenir la totalité du contrôle des mesures qui portent atteinte à la liberté individuelle. Le droit, si vous voulez, c'est une protection des citoyens. C'est une protection, c'est un bouclier, en quelque sorte, pour les citoyens contre les abus de pouvoir de ceux qui gouvernent. Justement, François Hollande avait émis l'hypothèse d'inscrire dans la prochaine révision constitutionnelle celle très attendue du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'il y a un problème en France d'indépendance aussi de la justice vis-à-vis du monde politique? Oui, il y a un problème en France. Il y a un vrai problème depuis très longtemps de l'indépendance de la justice
à l'égard du pouvoir politique. Parfois, la justice est dépendante du pouvoir législatif, c'était sous la 4e République. Sous la 5e, c'est plutôt du pouvoir exécutif. Il y a un vrai problème sur lequel aussi bien la gauche que la droite n'arrivent pas à se décider. Hein. Mais si le juge devient la figure centrale de l'exercice de notre démocratie, il est très important que très rapidement, on assure enfin l'indépendance de la justice dans notre pays. Justement, les parlementaires de l'opposition ont dit la semaine dernière qu'ils étaient opposés à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. En clair, il y a donc une révision constitutionnelle inutile qui est sortie du chapeau, et puis il y a une révision indispensable, elle, qui attend depuis des années. Mais vous avez totalement raison. La réforme nécessaire serait celle du Conseil supérieur de la magistrature. La révision de la Constitution pour la déchéance de nationalité, c'est inutile. Merci beaucoup Dominique Rousseau d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci Tam, merci Dominique Rousseau. On va revenir nous sur ce qu'a annoncé Robert Badinter ce matin avec Manuel Valls. Durée légale du travail, CDI, salaire minimum. Le rapport de Robert Badinter a été remis à Manuel Valls ce matin lors d'une conférence de presse. Je vous propose tout simplement de voir, d'écouter les meilleurs extraits de cette conférence de presse. La France a besoin de réformes, non pas parce qu'une idéologie quelconque nous le commanderait, mais tout simplement parce que nous voulons, et les Français le veulent, l'attendent, de la croissance, des emplois et moins de chômage. La remise de ce rapport est un moment important, très important, car il ouvre la réécriture en profondeur de notre Code du travail pour le rendre plus lisible, plus souple, plus adaptable à la réalité du terrain et donc plus efficace, pour que les entreprises et leurs salariés puissent définir les règles qui leur conviennent le mieux. C'est donc un moment important parce qu'il est une illustration de ce que j'appelle le social-réformisme, on pourrait aussi parler de la République sociale, c'est-à-dire réformer au service de nos valeurs le travail, l'émancipation de l'individu, l'égalité, la protection. Dans un code du travail simplifié, les droits des salariés seront mieux connus, mieux compris et donc mieux appliqués. Certains de ces principes sont déjà bien ancrés dans notre culture sociale, comme l'interdiction du travail des jeunes de moins de 16 ans, la protection de la santé des salariés au travail, le droit au repos, la liberté syndicale. D'autres doivent le devenir davantage. Je pense au principe de participation des salariés à travers leurs représentants à la gestion de l'entreprise. Car les salariés, contrairement à ce qu'on lit parfois, sont prêts au changement, à condition de connaître le cadre social dans lequel ce changement s'inscrit, à condition aussi d'être associés à la stratégie de l'entreprise, de pouvoir en mesurer les contraintes et de partager le sens des décisions qui sont prises. Nous voulons donner le plus de place possible à l'accord d'entreprise. Nous nous inscrivons pleinement dans la logique que votre commission propose. 2 exemples. Nous permettrons aux entreprises de moduler par accord le temps de travail sur une durée supérieure à 1 an, ce qui sera très utile aux entreprises dont les cycles de production dépassent l'année. Je pense à l'industrie automobile ou à l'industrie aéronautique. Nous voulons également donner plus de marge de manœuvre aux accords d'entreprise en matière d'heures supplémentaires. Les accords de branche ne doivent plus empêcher chaque entreprise d'adopter ses propres règles. L'entreprise, c'est là où l'essentiel doit se passer. Ce rapport est important car il montre qu'il faut sortir des postures. Il y a 5 ans, je crois, j'évoquais un peu hardiment, peut-être, la nécessité de déverrouiller les 35 heures. Et on le sait, dans ce domaine, les symboles prennent souvent le pas sur la réalité, sur ce qu'est au quotidien la vie des salariés. Car la dérogation à cette durée légale n'est plus une transgression, et depuis longtemps. Elle est même au cœur de ce qu'est notre économie et notre pacte social, puisque, exemple parmi d'autres, et celui-ci est frappant, les Français travaillent en moyenne, c'est la durée effective, 39 heures par semaine. Le principe 33, énoncé dans le rapport, constitue, selon moi, à lui seul,
un choc salutaire, car il dédramatise ce sujet. Il réaffirme la nécessité d'une durée légale, normale, écrivez-vous, du travail, et d'un droit à la compensation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà. Le niveau de cette compensation sera inscrit dans le projet de loi. C'est tout le travail qui est mené par la ministre du Travail. Aujourd'hui, nous avons donc d'une certaine manière déverrouillé l'approche du temps de travail. Et ce, pour le bien de tous, les salariés comme les PME, parce qu'au fond, c'est ça qu'il s'agit de déverrouiller, l'entreprise. Et les entreprises pourront donc fixer par accord les modalités d'organisation du temps de travail sans remettre en cause la durée légale. Des principes, une loi, de la souplesse adaptée à la réalité de l'entreprise. Laisser plus de liberté aux accords collectifs impliquait de revoir, dans le projet de loi, le droit qui s'y applique. Il faut d'abord donner plus de légitimité à ces accords en privilégiant les accords majoritaires signés par des syndicats représentant au moins 50% des salariés. Ce seuil, et je veux y insister, car des éléments dans l'actualité le démontrent, ne doit pas pour autant être bloquant. Et la ministre fera une proposition sur ce sujet dans les prochains jours. Il faut ensuite donner plus de poids à ces accords collectifs majoritaires en leur permettant de prévaloir. Le président de la République l'a dit lundi dernier et ça n'a pas été suffisamment souligné. En leur permettant de prévaloir donc sur le contrat de travail, dès lors qu'ils permettent de préserver ou de développer l'emploi. Là aussi, soyons lucides, réalistes et faisons preuve d'imagination et de souplesse. Cette complexité croissante du droit du travail ne nous paraît pas être nécessairement un facteur d'efficacité. Parfois même, elle constitue une source de difficulté pour ceux auxquels ce droit s'adresse. Les principes permettront ainsi de donner à ce droit florissant une plus grande lisibilité et une plus grande clarté. Quelle doit être la place de ces principes dans la législation du travail? Nous sommes unanimes, membres du comité, à considérer qu'ils doivent figurer dans un chapitre autonome placé en tête du Code du travail. C'est l'ouverture du Code du travail. Le rapport qui nous est remis aujourd'hui rappelle bien que toute heure supplémentaire doit avoir une compensation, donc un taux de majoration. Actuellement, nous travaillons, je suis en pleine concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux. Vous le savez, dans la loi, c'est 25%. On peut par accord aller jusqu'à 10%. Il y a également un niveau de régulation bien souvent qui est verrouillé au niveau des branches professionnelles. Et donc, nous travaillons actuellement dans le cadre des concertations que je mène avec les partenaires sociaux, justement sur le fait de déverrouiller cette capacité pour les branches de bloquer à 25%, comme c'est le cas bien souvent, je vais vous prendre un exemple, dans la métallurgie. Il y a une durée légale, normale du temps de travail. Elle est aujourd'hui fixée à 35 heures. Demain, elle peut être modifiée. Enfin, ce n'est pas le sens de ce que nous préparons. Elle a déjà été à 39 il y a quelques années. Même si aujourd'hui, vous le savez, je le rappelais il y a un instant, la durée effective du temps de travail, la réalité des Français, en moyenne bien sûr, c'est 39 heures. À partir de là, c'est le seuil aussi de déclenchement des heures supplémentaires, qui doivent être, comme le rappelle le rapport qui nous a été remis, elles doivent être aussi rémunérées, et différemment. Donc les choses sont, de ce point de vue-là, extrêmement claires. Voilà, vous avez pu suivre les meilleurs passages de cette conférence de presse qui a eu lieu ce matin avec notamment la présence de Robert Badinter et de Manuel Valls. Il est 18h
sur Public Sénat. Voici les autres titres à retenir dans l'actualité. À Calais, Xavier Bertrand en appelle au chef de l'État. Réunion de crise a eu lieu cet après-midi. Le nouveau président de la région veut des renforts de l'armée. Après le coup de force qui a eu lieu le week-end dernier, la justice doit se prononcer sur le cas de 8 personnes qui se sont introduites sur un ferry. La décision de justice a été reportée au 22 février prochain. Dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, la justice, elle aussi, s'est prononcée cet après-midi. Toutes les expulsions de familles des agriculteurs qui vivaient sur le site ont été approuvées. Certaines auront un délai de 2 mois avant de devoir partir. Et puis, le dossier est relancé concernant la déchéance de nationalité. C'est Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, qui l'a relancé ce matin. La référence à la binationalité pourrait tout simplement être supprimée. Et vous pouvez bien sûr réagir à tous nos débats sur le hashtag et sur Twitter, le hashtag Sénat 360. C'est une décision de justice qui était très attendue. Le tribunal de grande instance de Nantes s'est prononcé sur l'expulsion des familles, je vous le disais en titre, et des agriculteurs qui vivent sur le site de Notre-Dame-des-Landes. On voit le reportage de Géraldine Bavoilot. C'étaient les derniers irréductibles. 11 familles et 4 agriculteurs vont être expulsés. Le tribunal de grande instance de Nantes vient de rendre sa décision. Cette expulsion, réclamée par une filiale de la société Vinci, devait s'assortir d'une astreinte financière. Mais le juge a rejeté cette demande car selon lui, elle n'était pas justifiée et disproportionnée. 8 des 11 familles ont un délai de 2 mois pour quitter les lieux. Les autres doivent partir immédiatement. En 2011, la filiale Vinci avait négocié avec tous les propriétaires des terres pour trouver un compromis à l'amiable. Mais 11 familles avaient refusé cette proposition de rachat. Ces opposants historiques au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes refusaient depuis d'évacuer les lieux. Le 13 janvier dernier, le tribunal de grande instance de Nantes a examiné la demande d'expulsion immédiate de ces 11 familles et de ces 4 agriculteurs. Ce week-end encore, les anti-manifestaient dans les rues de Nantes. Le transfert de l'actuel aéroport nantais vers le site de Notre-Dame-des-Landes, un projet vieux de plus de 40 ans, devait initialement s'achever en 2017. Et encore une fois, le débat sur la déchéance de nationalité est relancé, encore une fois si je peux dire. Ce n'est certainement pas la dernière fois, en tout cas. François Hollande serait prêt à modifier le projet de loi constitutionnel présenté en décembre dernier. Vous savez que celui-ci prévoyait d'étendre la déchéance de nationalité aux binationaux nés en France qui sont reconnus coupables d'actes de terrorisme. Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, a annoncé ce matin que la référence à cette binationalité pourrait tout simplement être supprimée. Explication signée Jordan Klein. C'est une petite phrase lancée ce matin qui relance le débat. Mais je pense qu'il n'y aura pas de référence dans la Constitution à la question de la binationalité. Un pavé dans la mare à seulement 11 jours de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. L'article 2 de la réforme constitutionnelle ne mentionnerait pas la déchéance de nationalité pour les binationaux. C'est une loi organique qui indiquerait aux juges comment l'appliquer. Une déclaration éminemment politique quand 3/5 du Congrès sont nécessaires pour adopter la réforme. Les élus de droite déplorent un énorme cafouillage. Ça fait 2 mois qu'ils disent tout et le contraire. Un coup, ça reste sur les binationaux. Un coup, c'est pour tous les nationaux. Un coup, il n'y a plus la déchéance. Un coup, ça va être réécrit. Eh bien, on va finir par leur dire, écoutez, on est de bonne composition, puisqu'on a dit qu'on était prêt à la voter, cette révision constitutionnelle. Enfin, saisissez-vous de cette chance inouïe. Un consensus presque trouvé avec l'opposition si le texte est réellement clarifié. En revanche, pour les Verts, la déchéance de nationalité n'est pas envisageable et pointe trop fermement une catégorie de Français. L'exécutif ne s'est pas rendu compte qu'il touchait un point sensible et qui concernait quand même quelques 5 millions de Français, y compris les expatriés, et que les gens ne l'ont pas attribué, enfin ces personnes ne l'ont pas attribué seulement aux terroristes, parce que c'est... En fin de compte, c'est pour les terroristes, les autres ne sont pas concernés, mais ça a concerné une partie de la société qui s'est sentie visée. Pour ce texte, le président du groupe socialiste à l'Assemblée a aussi déclaré être soucieux d'un vote à l'unanimité au Parlement. Début de l'examen le 5 février. Vous avez pu suivre il y a un instant les meilleurs passages de la conférence de presse annoncée ce matin de Robert Badinter, de Manuel Valls. Robert Badinter lui a remis un rapport sur le code du travail. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Les détails avec Pauline Dame. C'est le premier étage du futur code du travail. Un nouveau socle de droits fondamentaux avec 2 mots d'ordre, simplifier et assouplir. Simplifier sans pour autant mettre en péril les droits des salariés. Après la récente sortie d'Emmanuel Macron sur la durée légale, pas question de toucher au symbole des 35 heures. Tout dépassement du temps de travail par un salarié doit donner lieu à une compensation.
Mais les entreprises pourront contourner ces garde-fous en leur permettant de négocier leur organisation de travail avec les syndicats. Le texte ne fixe pas de règles précises sur le taux de majoration des heures supplémentaires. L'ancien garde des Sceaux conserve le principe du CDI, tout comme l'idée du salaire minimum. Au total, 61 articles. Il réaffirme des principes évidents, comme le droit de grève, l'interdiction de toute discrimination ou l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Ces principes, nous les considérons comme le préambule du Code du travail. Le document servira de base à la réforme du marché du travail présentée par Myriam El Khomri le 9 mars prochain. Le chantier doit durer 2 ans. Voilà, quelques réactions politiques, je vous en propose 2, celle d'Éric Ciotti pour les Républicains et Pierre Laurent, le sénateur communiste. Écoutez. Que ce ne soit un alibi à une forme d'immobilisme. Voilà, Monsieur Macron a fait des déclarations. Nous attendons aujourd'hui qu'elles se traduisent en actes. Les 35 heures aujourd'hui sont une source de blocage majeure. Il faut lever cette source de blocage. Je n'ai pas l'impression que c'est ce vers quoi nous nous dessinons aujourd'hui et je le regrette. On n'assiste pas à un assouplissement ou à une modernisation du Code du travail, mais un déshabillage en règle du Code du travail. Ce débat-là part d'une hypothèse, d'un présupposé, c'est que c'est le droit du travail qui empêcherait d'embaucher. Mais moi, je conteste parfaitement ça. Voilà pour les réactions politiques suite à la remise de ce rapport de Robert Badinter. Dans un instant, 4 invités vont me rejoindre pour parler de la situation à Calais. Cette situation, eh bien, elle se tend d'heure en heure. Réunion de crise cet après-midi autour du nouveau président de la région, Xavier Bertrand, qui lui en appelle au président de la République et qui demande l'intervention de l'armée. Retour sur la situation avec Sophie Normand-Couturier. Personne ne veut connaître un drame à Calais. Les mots de Xavier Bertrand qui demande l'organisation d'un conseil interministériel et en appelle à François Hollande. J'en appelle au président de la République pour qu'il vienne lui-même se rendre compte de la situation à Calais, pas pour qu'on aille lui expliquer, pour qu'il se rende compte, qu'il entende les responsables économiques, qu'il entende la population de Calais. La manifestation de samedi avait pourtant commencé dans le calme. Près de 2000 personnes défilent alors pour des conditions de vie plus dignes dans la jungle de Calais. Digne de vie, c'est pouvoir se loger, c'est pouvoir se nourrir correctement, mais surtout c'est pouvoir au moins se vêtir, parce qu'on venait vraiment dans des conditions inadmissibles. Puis quelques 350 personnes parviennent à s'introduire dans l'enceinte du port. Une cinquantaine d'entre elles forcent un barrage et s'infiltrent à bord d'un ferry. 15 personnes sont placées en garde à vue. 6 migrants et 2 militants altermondialistes jugés en comparution immédiate ce lundi. Ils risquent une amende de 3 750 € et 6 mois de prison. Épilogue d'un week-end sous haute tension alors qu'hier, ce sont les commerçants qui manifestaient pour soutenir les emplois de la ville, victimes d'une forte baisse de l'activité due à la crise migratoire. La place à notre débat sur la situation à Calais, alors que Xavier Bertrand en appelle à l'armée. Aujourd'hui, il appelle au président de la République. Je vous présente nos invités. Monsieur Laurent Giovannoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département accueil des droits des étrangers au Secours catholique. Face à vous, Hervé Juvin, bonjour. Bonjour. Hervé Juvin, vous êtes président de l'Observatoire Eurogroupe Consulting et auteur du livre La grande séparation pour une écologie des civilisations. C'est aux éditions Gallimard. On y viendra un petit peu plus tard. Et Pierre Farge, vous êtes avec nous, avocat à la Cour engagé pour la cause des réfugiés notamment. Bonjour monsieur, merci. Beaucoup de choses à raconter également. Et Pierre Bertonotti, Yves, je vais y arriver, directeur de l'Institut Jacques Delors. Avec vous, on a beaucoup parlé de l'Europe. Et d'ailleurs, je vais commencer avec vous, si vous voulez bien, parce que Xavier Bertrand, aujourd'hui, lors des conférences de presse, des déclarations, en tout cas vers la presse, il a dit qu'il y avait un problème entre la France et la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, Calais, finalement, se retrouve être un seul et même problème, c'est le problème de l'Europe. Oui, mais c'est quand même d'abord un problème bilatéral. Calais est d'ailleurs pas un problème récent, hein, parce que au siècle dernier, on parlait déjà de Calais, de Sangatte. C'est un abcès de fixation entre un pays de l'espace Schengen, la France, et un pays qui n'est pas dans l'espace Schengen, le Royaume-Uni, et où la plupart des personnes qui sont à Calais veulent se rendre. Alors, faute de voir leur demande examinée, y compris d'ailleurs sur le sol français, hein, en tant que demandeurs d'asile qui veulent aller à Calais, pour ceux qui pourraient y aller, être accueillis, pour les autres être renvoyés d'où ils viennent, faute de pouvoir le faire, ils tentent leur chance via le tunnel. C'est pour ça qu'ils sont à Calais et pas ailleurs. Et puis, semble-t-il, tant qu'il est possible de passer, ils continuent à tenter leur chance
Du côté français, on prend acte de cette situation, on a demandé de l'aide, et c'est pour ça que c'est un contentieux bilatéral aussi. On a demandé l'aide financière, y compris du Royaume-Uni, qui a fini par augmenter son aide. Ça a été dur, hein. assez récemment, effectivement. On laisse pourrir une situation en pensant que peut-être ça va décourager les demandeurs d'asile de venir à Calais, mais visiblement, au bout de 20 ans, puisqu'ils viennent toujours, on pourrait peut-être changer de stratégie, mais ça suppose l'accord des autorités britanniques. Évidemment, on va revenir sur la situation européenne. Pierre Farge, la situation sur place. Elle est absolument désespérée. Moi, j'en reviens. J'ai passé 15 jours là-bas. Vous comprenez le coup de force qui a eu lieu ce week-end ? De la part, la montée sur le bateau ou les Calaisiens la montée sur le bateau dans les rues? Non, la montée sur le bateau. Après, on va parler des Calaisiens, bien entendu. Il y a aussi un état d'esprit dans une ville qui n'en peut plus. Absolument, absolument. Moi, je me mets également à la place des Calaisiens. La situation est intenable. J'ai simplement le sentiment, il y a un grand désespoir et personne n'a pris le problème à bras-le-corps politiquement jusqu'à présent. On gère l'urgence, les associations ne font que gérer l'urgence. Moi, je pense, vous le disiez tout à l'heure, qu'il faudrait un management européen. C'est M. Guterres qui était haut commissaire aux réfugiés aux Nations Unies, qui a proposé de répartir ces migrants sur l'ensemble du territoire européen. On en a tout à fait les moyens. Ça représenterait un ratio tout à fait raisonnable de 1 réfugié pour 100 Européens. Vous n'allez pas les déplacer alors qu'il y a des familles qui se regroupent. Ah bah évidemment. C'est tout le problème, évidemment. Absolument, Donc, mais en tenant compte, évidemment, des contacts avec l'administration britannique. Oui, tout à fait, pardon. Je pense qu'il y a cet aspect globalement européen et bien évidemment qu'il faut prendre en compte, mais sur l'aspect spécifiquement Calais, bien sûr les ONG et les associations comme le Secours catholique gèrent au quotidien l'urgence et tentent de faire au mieux, mais on ne fait pas que ça, on essaye aussi d'attaquer un peu le problème à la racine. Il est franco-britannique et européen aussi. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas effectivement obtenu qu'il y ait une renégociation entre la France, la Grande-Bretagne, mais d'autres pays européens également, des conditions dans lesquelles chaque pays accepte ou n'accepte pas sur son territoire de demandeur d'asile, on n'en sortira pas. Effectivement, ça fait 20 ans que ça dure. Et de notre point de vue, c'est vraiment la racine, c'est ce point central qu'il faut retravailler. On encourage les politiques à le faire. On a organisé la semaine dernière une première visite mixte de parlementaires français et britanniques à Calais. C'était le 21, pour tenter de les pousser à prendre une initiative pour que une sorte de commission, je dirais, entre les élus locaux, parce qu'effectivement, il faut les élus locaux, les élus nationaux, les représentants économiques, les représentants des ONG, des migrants, et les élus européens des deux pays, des deux côtés, pour qu'il puisse y avoir un travail de renégociation, de rediscussion de comment la France, la Grande-Bretagne et les autres pays se répartissent l'accueil de ces personnes à Calais qui sont, tout compte fait, pas si nombreuses que ça. Il y a un effet de loupe, mais c'est 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 personnes. Qu'est-ce que c'est par rapport à la dimension européenne? C'est pas avant de passer la parole face à vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, mais ces chiffres, ils sont 7 000, ils seront bientôt 15 000. Juste à côté à Grande-Synthe, ils étaient une centaine il y a quelques mois, maintenant ils sont 4 000. Parce que ça passe plus. Parce que le passage absolument, il y en a une vingtaine qui passent tous les jours. Il y a des milliers qui essaient tous les jours et il y en a une vingtaine. C'est ce que vous dites. Il y a une vingtaine qui appellent du côté britannique par téléphone. Hervé Juvin, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation quand vous entendez le début de notre conversation aujourd'hui? On voit bien que c'est un débat qui est franco-britannique, puis maintenant européen et peut-être même franco-français. Par là même aussi, les politiques s'en mêlent aussi. Jusqu'où on peut aller? Comment on peut sortir de ce problème aujourd'hui? Pour sortir de ce problème, sans doute, est-ce qu'il faut le replacer dans un contexte un peu plus large? Géopolitique d'abord. Une partie de tout cela ne serait pas sans l'aventurisme américain, la surchauffe stratégique américaine, les désastreuses interventions en Afghanistan, en Irak, la destruction de l'État irakien. Il faut bien le dire aussi, la destruction de l'État syrien, sachant que sous couvert d'aider les forces d'opposition à Assad, on a aidé soit Al-Qaïda, soit l'État islamique, ou des gens qui ne valent pas beaucoup mieux qu'eux. C'est une partie de l'extrême massif. Avec une question quand même, qu'est-ce qui fait que, à une période très précise, alors qu'on avait un flux relativement faible de migrants, le flux a littéralement explosé venant de Turquie. Il y a là certainement un jeu de pouvoir, il y a certainement des intérêts géopolitiques puissants qui échappent complètement aux migrants, mais dont on a aussi l'impression qu'ils échappent assez largement à nos explications. Si je vous entends et si je vais plus loin, vous estimez que quelque part c'est presque volontaire?
Je ne sais pas ce qui s'est passé en Turquie, mais il y a certainement des phénomènes devant lesquels il faudrait se poser la question. Il y a un second phénomène quand même, et je suis désolé de mettre les pieds dans le plat. Dans la revenu du crime organisé, le trafic d'êtres humains, et notamment le trafic des migrants, est devenu la deuxième ou la troisième source de revenus au monde. J'en suis quelquefois à penser que ceux qui manifestent pour l'accueil des migrants, ceux qui les aident, sont les idiots utiles du crime organisé. Parce qu'on sait bien qu'à partir du moment où on facilite, où on ouvre les portes, on crée un appel d'air. Puis il y a un troisième point, et j'en aurais fini. Vous n'avez pas fini parce que le débat va continuer. C'est un peu difficile à entendre. C'est Giovannoni. Mais dans ce cas, on fait rien, monsieur. Apporter le minimum d'aide humanitaire et de dignité à chaque individu, Vous savez que c'est un vous créez devoir appel moral. d'air. Et c'est le troisième point. On a une situation grave en Europe parce que l'annonce d'Angela Merkel disant que les Allemands allaient accueillir, ou l'Allemagne allait accueillir, disons 1 million, a été placée sous le signe de c'est intéressant d'un point de vue économique parce que notre démographie va mal. Je considère que c'est un raisonnement de marché d'esclaves. Il y a des gens qui sont au sud, il y a beaucoup d'enfants, nous on n'a pas d'enfants, on n'a qu'à importer les travailleurs qui nous manquent. Je pense que c'est exactement restaurer la traite de l'esclavage de jadis. Et il y a un autre problème, c'est qu'Angela Merkel a pris en otage le reste de l'Europe. Et nous Français courons derrière, nous subissons les conséquences de décisions que l'Allemagne prétend imposer au reste de l'Europe, et c'est vrai que l'Europe peut éclater. M. Giovannoni, dans un instant, Yves Bertoncini aussi qui voudrait s'exprimer concernant l'Europe et notamment Angela Merkel. Là, on arrive à la période plus récente, bien au-delà de Calais, avec une accélération des flux de demandeurs d'asile qui, en effet, vient de défis ou de déstabilisation extérieure. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est un défi à toute l'Europe. L'Europe n'est plus assez puissante pour intervenir efficacement à ses frontières, stabiliser son voisinage. Elle subit parfois les interventions des États-Unis, ou parfois, si les États-Unis ne veulent pas intervenir, elle se retrouve nue, y compris vis-à-vis d'un pays comme la Turquie, qu'elle doit aider financièrement, mais à qui elle ne veut plus offrir l'adhésion et à qui elle doit offrir autre chose. Mais quelque part, vous rejoignez un peu Hervé Juvin. Pour le constat, le diagnostic, c'est-à-dire que tout cela vient d'une déstabilisation extérieure. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a des demandeurs d'asile. Quand Angela Merkel, avec d'autres pays européens, dit ces demandeurs d'asile sont des victimes, et non pas des menaces. Et comme ils sont des victimes, nous devons examiner leurs demandes et puis accueillir ceux qui méritent de l'être. Non, elle s'inscrit dans une tradition humaniste, elle s'inscrit dans le cadre des traités qu'ont ratifié tous les pays européen. C'est le droit. Je crois qu'elle a une vision de la foi chrétienne qui est particulière, qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on voit en Europe centrale, où là c'est plutôt le côté obscur de la foi chrétienne qui s'exprime. Et donc elle dit venez. Simplement en faisant cela. Ça c'est le constat. Effet, on est encore une fois sur le constat. Dans un contexte pas forcément très coopératif entre États membres de l'Europe, et là sans doute enclencher un mouvement, amplifier un mouvement qui est aujourd'hui très difficile à maîtriser, mais qui, encore une fois, ne sera maîtrisé que si l'Europe est capable d'agir à la source et non pas aux frontières, qu'elles soient nationales. Donc là, vous demandez à ce que l'Europe, évidemment, réagisse. Pierre Farge, et après, évidemment, M. Giovannoni, je reviens vers vous. Pierre Farge, on est sur le constat. On l'a bien compris, c'est un problème européen, c'est un problème mondial, évidemment, des États-Unis. Là, si on prend la loupe et qu'on regarde un petit peu plus près ce qui se passe, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quelles sont les clés pour s'en sortir. Parce que là, il faut avancer. Absolument. Les politiques écoutent, disent écouter, mais on n'a pas l'impression qu'ils entendent. Le Premier ministre était à Calais le 5 mai dernier. Depuis, qu'est-ce qui a été fait après l'intervention de Patrice Spinozzi, qui a apporté quelques points d'eau dans le camp? Rien. C'est... Je prends un exemple. Xavier Bertrand dit « Je voudrais que François Hollande vienne sur place et je voudrais qu'il constate ce qui se passe exactement à Calais. Oui, mais je voudrais qu'on envoie l'armée. » S'il vient, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire exactement comme le Premier ministre. Il va venir, il va y avoir beaucoup de presse. Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut rien faire? Non, absolument pas. Non. M. Giovannoni. Oui, il y a plusieurs choses. Alors, je serai un tout petit peu moins sévère que mon voisin sur... Et pourtant, c'est le Secours catholique qui, avec Médecins du Monde... Je suis remonté. Avec Médecins du Monde, le Secours catholique a été à l'origine du référé, enfin du contentieux défendu par Maître Spinozzi, pour effectivement... Objectivement, l'État, les pouvoirs publics ont tenté de faire quelque chose depuis 2 ans, ce qui n'était pas le cas les 10 années précédentes. Ça a toujours été malheureusement trop peu, trop tard, mais on ne peut pas dire que le ministre de l'Intérieur notamment n'a pas tenté quelque chose. C'est un peu... c'est pour tenter d'avoir une vision un peu équilibrée. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas seulement sur Calais de dire offrons des conditions d'accueil dignes, il le faut, et bien évidemment, la question de fond, c'est de traiter la question comment les gens
peuvent être accueillis en France ou en Grande-Bretagne ou dans un autre pays d'Europe, parce que, comme vous le rappeliez, ce sont effectivement, pour l'immense majorité d'entre eux, des réfugiés. Mais je vous m'excuse, mais en Grande-Bretagne, on n'en veut pas. Ils y vont pas. D'où on ne veut pas les prendre. Alors, plusieurs choses déjà. Il faut effectivement bien écouter les exilés. C'est ce que nous avons fait l'an dernier. Et on a sorti ce rapport où on s'aperçoit notamment qu'une partie d'entre eux, contrairement à ce que vous dites, c'est pas l'appel d'air qui attire. C'est d'abord le besoin de protection, de fuite, et c'est le mauvais accueil de pays en pays qui les pousse à continuer leur chemin. On s'est aperçu... Oui, je présente dans votre recueil de la parole des exilés, je ne savais même pas où allait notre barque. Voilà. C'est le rapport du L'appel d'air Secours ne les catholique. attire pas, mais ils ne vont ni en Arabie Saoudite, ni dans des États et on s'est autoritaires. aperçu, en les écoutant, qu'une partie d'entre eux n'était pas forcément, au début, déterminée à aller en Grande-Bretagne. C'est le mauvais accueil qui les a poussés par telle ou telle information à venir sur Calais pour tenter la Grande-Bretagne. Ce que nous pensons vraiment, c'est que c'est par une renégociation, et que vous le disiez, les Anglais n'en veulent pas, mais je pense qu'il faut sortir de cette discussion d'État à État qui est un peu secrète, pour ouvrir un lieu de médiation, de discussion entre les autorités britanniques, les autorités françaises, les autres Européens aussi, parce que la Belgique demain sera concernée, elle commence à l'être, pour tenter d'avoir cette répartition. L'un des problèmes majeurs, c'est que les Anglais et les Britanniques ne font pas partie de l'espace Schengen, et donc il n'y a pas de libre passage entre la France et la France. Donc on en revient à Schengen, comme là c'est aussi le cas entre la France et l'Allemagne, par exemple. On en revient à Schengen, c'est le grand débat, vous savez, le grand débat politique. En tout cas, Schengen 2, faut-il revoir les accords ? Il n'y aura pas de solution sans un pas en avant au niveau construction européenne. Oui, mais au-delà de Schengen, tout ça prend sa source en Syrie, en Irak, en Afghanistan, ou, si on veut parler des demandeurs d'asile, en Turquie, plus de 2 millions, au Liban, en Jordanie. Ils sont essentiellement là, les demandeurs d'asile. Et d'ailleurs, si on avait dépensé davantage d'argent pour les aider à y rester, à alimenter le programme alimentaire mondial, à payer le Haut Commissariat aux réfugiés, il y en aurait peut-être encore davantage qui y seraient restés. Ils aspirent à rester dans leur région, les demandeurs d'asile, au début. Et puis, s'ils voient que le conflit va trouver une solution, ils retournent dans leur pays. Donc il faut d'abord agir là, à l'extérieur. Il faut agir vis-à-vis de la Turquie. Angela Merkel a encore reçu le Premier ministre turc hier. Et donc c'est ici qu'il faut agir. Alors ensuite, on peut arriver à la frontière, à Schengen. Et effectivement, il vaut mieux que les contrôles soient mieux faits à l'extérieur, c'est-à-dire aux frontières communes. Ça veut dire la frontière gréco-turque, la frontière entre l'Italie et la Syrie. Et c'est ce qui est proposé en ce moment, un renforcement de la solidarité européenne pour que le contrôle aux frontières extérieures soit plus efficace, qu'on puisse mieux, à ces frontières extérieures, y compris en créant un corps européen de garde-frontières, c'est dans les tuyaux, si je puis dire, qu'on puisse mieux rétablir la confiance entre États membres et l'efficacité de ce contrôle. Les demandeurs d'asile sont bienvenus et les autres ne le sont pas, et ils doivent venir en Europe, s'ils sont des migrants économiques, par des voies légales, mais pas par des voies illégales. Si ceci n'est pas fait, il y a l'actuel mouvement de défiance qui conduit à rétablir temporairement les contrôles aux frontières nationales, comme par exemple l'Allemagne a choisi de le faire, comme la France a choisi de le faire, mais pour d'autres raisons. Au moment d'un afflux massif de réfugiés. Au terrorisme, oui, la France l'a d'abord fait pour la COP21, ça c'est classique, et l'a refait parce qu'elle est confrontée à la menace terroriste que l'on connaît. Donc c'est ça qui est à l'œuvre en ce moment en Europe, c'est une course contre la montre entre le rétablissement du contrôle aux frontières nationales, qui ne peut être que temporaire, et le renforcement, l'européanisation du contrôle aux frontières extérieures, qui est sur la table. Mais en tout état de cause, si Schengen était victime de cette course contre la montre, ça ne résoudra aucun des problèmes de fond, puisque les demandeurs d'asile qui fuient des zones de conflit continueront à fuir des zones de conflit, et les zones de conflit qui abritent des foyers terroristes continueront à nous faire subir les conséquences de cet activisme terroriste. Et donc, pour affronter les problèmes à la source, il ne faut pas se déchirer entre États membres ou non membres de l'espace Schengen. Il faut agir en commun à l'extérieur. Il ne faut pas réunir seulement les ministres de l'Intérieur, mais les ministres de l'Extérieur. De l'extérieur pour un grand rassemblement autour de Calais, par exemple, et de ce qui se passe. On paye certainement deux choses. On paye effectivement, et vous le soulignez, l'absence de politique extérieure cohérente de l'Union européenne. La prochaine menace, on le sait bien, c'est la Libye, avec un État islamique qui a menacé de couvrir la Méditerranée de bateaux, parce que c'est comme ça qu'ils établiront le califat en Europe. Qu'est-ce que l'on fait ? Je ne suis pas d'accord avec vous, j'en suis désolé. Quand vous dites qu'on n'a pas les moyens, je ne doute pas que l'Europe n'ait pas les moyens en argent, en force militaire, en capacité de se défendre, si elle en avait la volonté. Je crois que le problème, c'est plutôt le désarmement moral qui fait de beaucoup des pays d'Europe occidentale, je crois que l'Europe de l'Est montre l'exemple à cet égard, un ventre mou et quelque part un espace à prendre, un espace de vieux et de riches à conquérir par le reste du monde. Et je crois que c'est la menace à laquelle nous faisons face pour les prochaines années. Les Français, comme beaucoup d'Européens de l'Occident, s'en rendent bien compte d'ailleurs. Je suis très défiant par rapport à ce que vous dites. De grâce, ne remettons pas aux experts le soin de décider. Nous savons que les Anglais n'en veulent pas.
Nous savons que les Français n'en veulent pas. Laissons au peuple européen le soin de dire quelles sont les conditions d'accès au territoire, quelles sont les conditions d'accès à la citoyenneté, parce que c'est là que commence la souveraineté d'un peuple. Yves Bertoncini a demandé la parole et après on va évidemment aller voir nos deux autres invités. Sur les demandeurs d'asile, vous dites les Français n'en veulent pas. Bon, il se trouve que ça tombe bien, vu que les demandeurs d'asile ne veulent pas vraiment de nous non plus, ils votent avec leurs pieds. La France avait reçu en 2014 65 000 demandes d'asile. Cette année, c'est un peu plus de 80 000. Non, moins. 80 000, 79. avec un taux d'acceptation de même pas 30%. Donc la France a reçu très très peu de demandeurs d'asile en 2015. De l'autre côté, le peuple allemand a souhaité, dans ses tréfonds et dans sa majorité, accueillir les demandeurs d'asile. Et donc il en a accueilli 1 million. Là, il y a un problème de nombre. Mais en tout cas, sur le principe, et Angela Merkel l'a réaffirmé, le peuple allemand a pu agir, le peuple suédois, selon son désir. Donc on n'aurait pas les moyens d'agir. Le problème, c'est la solidarité, malgré tout, entre États membres, parce que quand il y a un afflux massif dans des pays comme la Grèce et l'Italie, qui sont des pays de transit, parce que les demandeurs d'asile ne souhaitent pas forcément y rester, soit on est de ces pays, soit ils laissent filer les demandeurs d'asile qui finissent par arriver en ordre dispersé ailleurs en Europe. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui se passe à Calais. Et là, je vais me retourner vers nos deux autres invités, notamment Pierre Farge, parce que vous revenez de Calais. Et je voudrais comprendre si la tension dont on parle et qu'on peut ressentir peut-être depuis Paris, elle est vraiment aussi haute que cela. Et surtout, on se sent pas en France. Ce que vous dites des réfugiés. Les réfugiés sont désespérés. Donc ils essaient inlassablement tous les jours à la nuit tombée de monter dans les camions pour passer sous le tunnel. Ils sont dans le froid, dans la faim. Ce que j'aimerais dénoncer, on parle là d'un management européen, de prendre le problème à bras le corps au niveau européen, mais sur place, sur le camp de Calais, ce qui manque, c'est un bureau d'information juridique pour les demandes d'asile. Jusqu'à présent, l'appel des 800 a fait construire une cabane, mais qui pour l'instant est toujours vide. Il n'y a aucune permanence qui leur permettrait de faire quoi c'est-à-dire qu'ils se présentent, il y a des avocats ou des juristes avec des traducteurs, dari, farsi, qui représentent... Pour les aider dans leur démarche possible. Oui, qui puissent un petit peu les guider. Parce que jusqu'à présent, on perd beaucoup de temps dans l'information. Voilà. Ça, c'est une des priorités. Laurent Giovannoni. Oui, je suis en partie d'accord, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font, mais qui sont un peu désordonnées, pas suffisamment coordonnées compte tenu du nombre. Parce que ce soit le Secours catholique, d'autres partenaires. Il faudrait réorganiser tout cela. Il y a des démarches de bonne volonté, mais il faudrait réorganiser. On est nombreux à agir sur place pour tenter effectivement d'informer les personnes correctement sur les différentes options, soit une demande d'asile en France notamment, ou dans d'autres pays d'Europe. Donc il y a besoin effectivement d'une coordination d'ampleur. C'est vrai que le nombre de personnes a augmenté de façon importante en 1 an et que ça a compliqué un peu les choses. Je pense que l'urgence, au-delà d'une coordination globale des conditions d'accueil sur Calais ou sur le littoral, parce qu'il n'y a pas que Calais maintenant, il y a aussi Grande-Synthe et ça risque d'être dans d'autres lieux. Au-delà d'une coordination globale des conditions d'accueil dignes, il y a d'abord et avant tout, je pense maintenant vraiment, la nécessité, non pas de faire appel à des experts, mais de faire appel à l'ensemble des parties prenantes pour tenter de trouver une solution avec les Européens et avec la Grande-Bretagne. Si on reste au niveau franco-français, si ça reste un débat franco-français, on n'en sortira pas. Il n'y a pas d'autre solution que de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait? On tord le bras des Anglais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je sais. Il faut que les parlementaires... On est sur la chaîne Public Sénat. Il faut que les parlementaires français de l'Assemblée, du Sénat, il faut que les parlementaires britanniques et certains... Vous pouvez les interpeller. Il faut que oui, mais c'est ce que nous faisons. Certains d'entre eux étaient à Calais la semaine dernière et on va continuer à effectivement tenter de convaincre les élus, mais aussi les élus locaux et les acteurs économiques d'essayer de trouver une solution négociée intelligente pour que l'ensemble de ces personnes... Il nous reste 1 minute. Yves Bertoncini, on tord le bras des Anglais, comment on fait? Non, mais Xavier Bertrand dit il faut qu'on puisse discuter avec les Anglais et il faut même renégocier les accords du Touquet qui datent de 2003. Discussion virile mais correcte, c'est ce qu'on fait au niveau européen et donc on va continuer à discuter avec nos amis britanniques de la même façon qu'il faut continuer à discuter avec les Turcs, avec toutes les parties prenantes de cette crise migratoire de grande ampleur dont Calais n'était qu'un élément annonciateur puisque, rappelons-le, c'était au siècle dernier. Avec la jungle notamment qui date évidemment depuis très longtemps. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel pour ce débat autour de la situation à Calais. Il nous reste à vous remercier, les équipes techniques, à remercier Oriane Mancini. On se retrouve demain et bien sûr l'information continue ce soir à partir de 22h, le grand journal de Sonia Mabrouk et de Paul Bouffard. Bonne soirée à tous.